L'histoire débute par une bataille palpitante dans le village de Lag, où les soldats du village tentent désespérément de défendre leur patrie contre les singes cendrés, ou macaques. Kai se retrouve seul face à l'un de ces puissants singes, suppliant son chef Monsu de venir à son aide. Mais au moment où Monsu arrive, le singe les met tous deux à terre, et Kai se retrouve complètement encerclé par le reste des macaques, le singe s'apprêtant à l'attaquer. C'est alors qu'apparaît un épéiste nommé Ola, le fils aîné des rois de Vazan, qui possède le pouvoir de la terre, se préparant à éliminer ces singes. Il active son pouvoir, et un symbole apparaît sur son visage, prouvant qu'il est un porteur du pouvoir choisi. Il charge rapidement les singes, les éliminant un par un, laissant Kai et les autres soldats complètement émerveillés par son habileté et son immense force. Cependant, l'un des singes apparaît avec le même symbole, semblant être un singe élu, et une bataille s'ensuit entre eux. Mais Ola le vainc facilement, ce qui pousse le reste des macaques à fuir cette bataille perdue d'avance. Les soldats brandissent un symbole de victoire, le combat fut féroce, et de nombreux soldats furent blessés. Finalement, les villageois peuvent se reposer. À ce moment-là, certains soldats commencent à extraire les noyaux des singes, ou ce qu'ils appellent les pierres de terre, des macaques morts. Ola est le premier à boire de ces pierres, gagnant ainsi plus de force, puis les autres boivent également le liquide qu'elles contiennent, ce qui entraîne une augmentation de leur énergie spirituelle globale. Il est clair que consommer le noyau de la pierre de terre rend une personne plus forte et stimule son énergie spirituelle, comme nous venons de le constater. Kai voulait obtenir une autre pierre pour devenir plus fort, mais Mansu ne le lui permit pas, affirmant qu'ils n'étaient que de simples soldats indignes de tels privilèges et que le reste des pierres serait envoyé au château, où la grande majorité était réservée aux porteurs élus comme Ola, d'après ce qu'il avait dit à Monsieur Vasco. Il ajoute que rendre les forts encore plus forts est la manière de maintenir la stabilité, et il dit à Kai qu'il devrait l'accepter aussi, que c'est ainsi que le monde fonctionne. Kai était déjà un adolescent et se sentait extrêmement frustré, mais il accepta que les soldats ordinaires comme lui devaient devenir plus forts sans dépendre de moyens extérieurs. Il ne demanda donc plus de pierres. Plus tard cette nuit-là, une célébration a lieu chez le chef Mala, où le leader remercie les soldats et tous les habitants d'avoir une fois de plus protégé leur village de l'attaque de ces êtres monstrueux. Puis, il entame un très long discours exprimant sa gratitude envers tous, ce qui agace Monsu, qui se murmure qu'il devrait les laisser manger maintenant. Finalement, ils ont l'occasion de manger. Je ne peux m'empêcher de remarquer la disparité dans la quantité de nourriture que chaque personne reçoit. Il semble que ceux qui ont le plus contribué à la bataille, comme Monsu, ont eu plus de nourriture, tandis que ceux qui n'ont pas beaucoup ou pas du tout contribué, comme Kai, ont eu peu ou rien. Je dirais que c'est juste dans un monde primitif, bien que Kai ne soit pas d'accord et veuille manger davantage. Cependant, il sait qu'il ne pourra le faire que s'il s'entraîne, devient plus fort et parvient à contribuer davantage aux batailles. Avec cet objectif en tête, il commence à s'entraîner tard cette nuit-là, mais il est si faible qu'il peut à peine balancer le bâton avant de s'effondrer, disant qu'il est faible juste parce qu'il a extrêmement faim, et il crie qu'il veut désespérément manger une boule de riz. À ce moment-là, Mensu apparaît devant lui et lui demande ce qu'est une boule de riz. Kai se le demande aussi, disant que le mot lui est soudainement venu à l'esprit. Il ne sait pas ce que c'est, mais il sent que ça doit être délicieux, même s'il n'est même pas sûr que ce soit de la nourriture. Ce qu'il dit n'a aucun sens pour Mansu, ni même pour Kai lui-même. Alors, il décide de ne plus y penser, et détourne l'attention de Mansu vers le cimetière devant eux. La partie bien entretenue du cimetière appartient à ceux qui avaient des familles, tandis que les tombes lointaines sont pour les personnes qui n'avaient personne. Comme Kai, il dit que les gens comme lui ne seront jamais rappelés, et personne ne pleurera pour eux, et ils seront oubliés. Mais il ne veut pas que cela arrive. Il veut que son existence soit mémorisée, et c'est pourquoi il a décidé de devenir fort pour survivre. Mais il y a quelque chose en lui qui lui murmure qu'il aura besoin d'une véritable capacité surhumaine pour devenir fort. Quand il partage cette pensée avec Monsu, ce dernier commence à soupçonner que ce garçon a peut-être subi une blessure à la tête lors de la précédente bataille contre les singes, car il dit des choses vraiment étranges. Au même moment, au château, Ola et sa sœur Jose se disputent. Jose veut apprendre à se battre juste assez pour se protéger, mais Ola rejette complètement l'idée parce que leur père l'avait aussi refusé, disant qu'aucune femme de leur famille n'a jamais appris à se battre. Il est du genre à croire que les femmes n'ont été créées que pour rester à la cuisine. Jose a appris qu'elle ne peut pas changer sa mentalité primitive, alors elle ne prend pas la peine de continuer la discussion avec lui après son départ, disant que si elle était un homme, elle pourrait se battre. Puis nous voyons Kai s'entraîner durement avec Mansu dans le village, mais quand Mansu lui porte un coup puissant, quelque chose d'étrange se produit. Kai commence à tomber au sol et se retrouve soudainement en train de se noyer sous l'eau. Ensuite, des langues de feu éclatent en lui et son environnement change, le retrouvant dans le Japon moderne. Quand il ouvre les yeux, il est complètement stupéfait par ce qu'il voit, se demandant s'il vient d'être transporté dans un autre royaume, continuant de tomber en essayant de saisir l'air même jusqu'à ce qu'il sente soudainement quelque chose d'étrange s'enrouler autour de ses mains. À ce moment-là, il se réveille de ce rêve bizarre, se demandant si ce qu'il a ressenti était de la magie. Cependant, il ne sait pas réellement ce que le mot magie signifie. Mansu le regarde avec inquiétude, mais Kai écarte cela et affirme qu'il va parfaitement bien. Pourtant, Kai se demande secrètement pourquoi il continue de voir des souvenirs dont il ne sait rien, encore et encore.
Apparemment, des choses comme ça lui arrivent depuis un certain temps. En marchant avec Monsu, il était plongé dans ses pensées quand, dans l'un de ses étranges souvenirs, il a vu un groupe de boules de riz pour la première fois. Pour l'instant, il se dit que ce ne sont que des fantasmes involontaires. Mais, bien sûr, il espère que cette magie qu'il a ressentie est le super pouvoir dont il a besoin pour devenir plus fort et souhaite pouvoir l'utiliser dans sa prochaine bataille. Au château, un aigle messager arrive avec un message de Moloch, l'informant d'une horde d'orques apparaissant à l'ouest près du village de Banya. Ola dit que si la bataille doit avoir lieu là, alors Moloch devrait s'y rendre immédiatement pour y mettre fin. Cependant, Moloch est préoccupé car les soldats ne se sont pas du tout reposés, d'autant plus qu'ils viennent de terminer une bataille. Malgré cela, Ula insiste sur le fait qu'ils ne font que leur devoir et doivent défendre leur terre sans poser de questions. Le père de Moloch trouve cette réponse inquiétante, disant qu'elle n'aurait pas dû être prononcée puisque les soldats sont tous du village. Dans le camp des soldats, Kai continue de penser à la magie du feu tout en essayant de rester éveillé. Quand Mansu lui demande à quoi il pense, Kai répond qu'il pensait juste à ses rêves. Mansu suggère que ce ne sont peut-être pas que des rêves et raconte l'histoire d'un moine qui était dans un endroit sombre sans feu, mais a réussi à créer du feu de son doigt, qu'il a utilisé comme lumière. Entendre cette histoire choque Kai, et il demande si c'est vraiment arrivé. Mansu dit que c'est juste une histoire qu'il a entendue. Kai est tellement excité qu'il ne trouve pas les mots. Le lendemain matin, Kai se précipite vers un endroit secret pour essayer la technique de la flamme du doigt dont il a entendu parler. Et tout le long du chemin, il se demande si c'est réel. Il croit qu'il peut y parvenir dès qu'il dirige l'énergie spirituelle en lui. Pour lui, rassembler suffisamment d'énergie spirituelle allumera la flamme. Après avoir atteint un endroit où personne ne peut le voir, il commence à essayer. Mais malheureusement, ses tentatives sont inutiles, et il continue sans obtenir de résultats positifs. Puisque cette technique ne fonctionne pas, il commence à réfléchir à la manière de rassembler l'énergie spirituelle. Il commence à sentir un flux d'énergie spirituelle dans son cœur, et il essaie de libérer la flamme à nouveau, mais cela ne fonctionne pas non plus. Il continue d'essayer à plusieurs reprises, toujours sans succès. Puis nous passons à une scène différente, où les orques massacrent sans pitié les faibles soldats, utilisant leur corps comme des chemins. Dans le camp des soldats, ils découvrent que les orques les observent depuis les forêts. À cause de cela, ils envoient quelques soldats monter la garde dans les bois. Peu après, ils sentent les orques approcher et en informent les autres, ce qui entraîne une escalade des événements alors que la bataille commence. Les soldats attaquent les orques qui les chargent pour les tuer. Kai riposte, attaquant et poignardant les orques. Soudain, le corps d'un des soldats atterrit sur lui, le laissant coincé et incapable de se défendre contre l'orque massif qui était sur le point de le tuer. Juste à ce moment-là, plusieurs flèches tombent, projetant l'orque au sol. Heureusement, Mansu arrive à temps avec d'autres soldats pour sauver la vie de Kai et le réprimande pour son comportement imprudent. Malheureusement, Kai est blessé à la jambe, ce qui choque Mansu. Pendant ce temps, Ula abat les orques sans pitié, ce qui effraie les orques restants et les pousse à fuir. À ce moment, Kai ne peut pas se tenir debout, et quand Mansu essaie de l'aider, il se retourne pour voir des orques se cacher derrière eux. Kai demande à Mansu de le laisser et de se sauver. Mansu considère cela comme une demande stupide et continue de l'aider alors qu'ils essaient tous deux d'atteindre la sécurité. Pour soutenir leur plan d'évasion, les autres soldats décident de se disperser. Cependant, un orque massif continue de les poursuivre lentement, comme s'il se moquait d'eux, et Mansu réalise que l'orque les suit délibérément lentement pour son propre plaisir. En raison de sa situation compliquée, Mansu doit laisser Kai derrière pour se sauver, une décision que Kai comprend complètement, disant qu'il ferait de même. Kai commence à utiliser sa lance pour s'aider à s'échapper tout en essayant de libérer la magie du feu. Soudain, le couteau d'un orque le coupe, le projetant au sol, et l'orque charge de la forêt, saisissant Kai par le cou et s'apprête à le tuer. Mais il est déterminé à ne pas mourir aujourd'hui. Il essaie d'utiliser son énergie spirituelle pour libérer du feu de son doigt, et des étincelles commencent à apparaître. Il déclare qu'il survivra quoi qu'il arrive. Grâce à sa forte volonté de vivre, il parvient enfin à diriger son énergie spirituelle, libérant des flammes qui brûlent le visage de l'orque et le repoussent, permettant à Kai de s'échapper de l'emprise de l'orque. Kai se lève, excité car il a enfin acquis des capacités de magie du feu. Après cela, Kai essaie de partir mais voit que sa main est toujours en feu et il panique immédiatement. Toutes les méthodes qu'il essaie pour éteindre les flammes échouent et bientôt il s'effondre au sol d'épuisement. Le flux continu de feu consume son énergie et il pense à un moyen d'arrêter les flammes avant de mourir. Mais pendant qu'il réfléchit, l'orque reprend conscience et s'approche lentement de lui. Au moment où Kai réalise cela, il découvre un moyen d'arrêter le flux d'énergie spirituelle en lui et en effet, le feu s'arrête. Cependant, il est déjà trop tard, car l'orque saisit Kai dans son état affaibli et commence à le transporter lentement vers le bord pour le jeter. À ce moment-là, Kai réalise qu'il va mourir, mais insiste sur le fait qu'il ne tombera pas seul. Avant que l'orque ne le jette de la falaise, Kai sort son épée et poignarde l'orque dans la poitrine, et tous deux tombent dans la rivière. Après cela, nous voyons que Kai a réussi à survivre et a atteint le rivage.
Quand il a regardé sur le côté, il a trouvé le monstre gisant mort sur le sol. Il a ensuite essayé de l'atteindre et quand il l'a fait, il a sorti sa pierre de terre parce que son énergie magique était épuisée. Il a bu la pierre de terre et son énergie spirituelle est revenue. Après cela, il est allé se reposer, disant que c'était la première fois qu'il buvait une pierre de terre entière tout seul. Il avait une blessure qui saignait sans cesse et il pensait qu'il allait mourir. Kai a regardé la beauté de la nature et a dit « Au moins je mourrai en regardant une si belle vue comme celle-ci, mais je ne veux vraiment pas mourir. » Puis il a perdu connaissance. Après cela, nous passons au reste des guerriers qui se soignent mutuellement. Puis nous voyons que Mansu est assis devant la forêt, la regardant, et il semble qu'il attendait que Kai en sorte. Puis l'un des villageois est venu à lui et a dit « Où est la nouvelle personne qui était avec toi ?» Mansu n'a pas pu répondre. L'homme de la purification avait été éliminé. Alors l'homme a dit à Mansu « Oublie-le. Cela arrive toujours. » Mais Mansu était en colère et se sentait coupable. Après cela, nous passons à Kai, qui avait dormi toute la nuit. Quand il s'est réveillé le matin, il a dit qu'il pensait qu'il allait mourir parce qu'il avait de graves blessures. Mais quand il a regardé ses blessures, il a constaté qu'elles avaient complètement guéri. Il s'est demandé si cela lui était arrivé parce qu'il avait bu la pierre de terre entière. Mais il a dit « Même si je l'ai bu en entier, c'est aussi impossible. » Puis, il a regardé la pierre sur laquelle il était appuyé et a constaté qu'elle était couverte de lierre. Il a dit que cela lui donnait un sentiment de nostalgie. La pierre entière avait des inscriptions. Quand il a enlevé la essayé d'utiliser la puissance du feu pour enlever complètement la plante, mais la puissance est sortie de manière très importante, ce qui a fait s'envoler Kai et le faire tomber au sol. Quand il a regardé son visage dans l'eau, il a constaté qu'il avait un tatouage comme les élus. Quand il est allé voir la pierre, il a trouvé qu'elle avait d'étranges inscriptions qu'il n'avait jamais vues auparavant et qu'il ne comprenait pas. Après cela, il a décidé d'aller à une falaise pour l'escalader afin de pouvoir retourner auprès des autres. Mais pendant qu'il grimpait, le tatouage est apparu à nouveau sur son visage et l'une des pierres s'est brisée, le faisant tomber à nouveau. Quand il a essayé de saisir la pierre qu'il avait laissée tomber, il a constaté qu'elle était lisse, mais elle s'est brisée dans sa main à cause du pouvoir qui est sorti involontairement. Puis il a entendu une voix étrange lui disant « Va et essaye ». Il a essayé de tourner à droite et à gauche, mais il n'a trouvé personne. Le tatouage était toujours sur son visage. Puis il a essayé de grimper. Après cela, il a commencé à marcher dans la forêt. Il a utilisé sa vitesse que ce pouvoir et a bien meilleur que la magie l'endroit rapidement. Il se disait que ce pouvoir est comme le pouvoir des gardiens et lui a fait dire « Il va aux personnes choisies. Ai-je vraiment fait ça ? Quand et comment en ai-je obtenu un comme eux ?» Mais tout ce à quoi il pensait, c'était que s'il devenait un élu, il mangerait et boirait comme il voulait. Il pensait et disait qu'il pourrait être un non-élu, même s'il avait ce tatouage. Alors il a décidé de garder l'affaire secrète jusqu'à ce qu'il comprenne ce qui se passait. Après cela, Kai est retourné auprès du reste des villageois. Quand Mansu l'a vu, il était très heureux. Après cela, la vie est revenue à la normale. Kai travaillait comme d'habitude et labourait la terre depuis si longtemps qu'il ne s'en rendait pas compte. Quand l'une des personnes l'a appelé, elle lui a dit « Combien de temps vas-tu continuer à travailler ?» Le reste des gens transpiraient d'épuisement, tandis que lui ne sentait rien et ne réalisait même pas qu'il avait fait tout cela. Mais il pensait que le tatouage était apparu sur son visage, mais quand il a regardé l'eau, le tatouage n'était pas visible, ce qui l'a rassuré. Après cela, ils ont commencé à s'asseoir pour se reposer. L'une des personnes lui a dit « Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Kai ? Comment es-tu devenu si fort ?» Kai ne savait pas quoi dire, mais il leur a dit « Pendant la bataille, il y avait beaucoup d'orques morts dans la forêt, et personne n'a pris leurs pierres de terre, alors je les ai prises et je les ai toutes bues. » Ils ont été choqués par ce qu'il a dit. Il leur a dit « J'étais blessé et affamé, et je ne pouvais pas me contrôler. » Man lui a dit « Je comprends maintenant pourquoi tu es devenu si fort. » Puis il a continué, disant qu'il avait entendu dire que la force de nombreuses personnes augmentait rapidement parce qu'elles buvaient beaucoup de pierres de terre. Alors Mansu a dit à Kai « Il semble que tu aies obtenu la force que tu voulais. » Il y avait une fille nommée Elisa qui les regardait avec étonnement, et il semblait qu'elle était attirée par Kai, ce qui a fait rire les autres filles. Après cela, nous allons voir Josie, qui s'informait des préparatifs pour leur ville. L'ouvrier lui a dit que bien que leur ville ne soit pas fertile, grâce au roi et à son pouvoir, ils ont pu faire de bons progrès. Après cela, nous sommes retournés à Kai, qui est allé dans un endroit lointain, loin des partisans, pour s'entraîner à nouveau. Quand il a essayé de libérer son pouvoir, il est sorti fortement cette fois aussi, mais il le contrôlait et disait que cette fois, il ne sentait pas que son énergie était drainée. Il pensait « Qu'est-ce que ce pouvoir que j'ai obtenu ? Est-ce vraiment comme le pouvoir des gardiens ou est-ce un pouvoir différent ?» Mais soudain, la princesse Josie est apparue et a vu Kai qui a essayé de cacher son pouvoir, mais elle l'a vu. Quand il a essayé de s'échapper, elle l'a attrapé et lui a dit qu'elle ne le laisserait pas tant qu'il ne lui aurait pas tout raconté. Et en effet, Kai lui a tout raconté. Elle lui a dit « Est-ce que je comprends bien la situation ? Tu as entendu parler d'un pouvoir de feu et tu as essayé de le tester et tu as réussi ?» Il lui a dit « Oui, c'est ce qui s'est passé. » Elle lui a dit « Il semble que tu aies les qualifications d'un utilisateur de pouvoir. » Kai fut surpris par cela et lui dit « Qu'est-ce qu'un utilisateur de pouvoir ?» Elle lui dit « Ce sont les personnes qui ont la capacité d'utiliser des compétences et des pouvoirs impossibles pour les autres. » Alors Kai lui dit « Donc c'est un pouvoir et non de la magie », ce qui fit s'interroger la princesse sur le mot magie. Mais il lui a dit « Ne t'inquiète pas pour ça. » Puis la princesse lui a dit « Mais il y a quelque chose d'étrange.
Tu ne sembles pas fatigué d'utiliser le pouvoir, et j'ai aussi entendu dire que tu es devenu plus fort qu'avant à cause de la consommation de pierres de terre. » Alors la princesse a dit « Je comprends maintenant. Tu vas bien parce que tu as plus de pouvoir spirituel que le pouvoir ordinaire, et je suis sûr que tu seras plus fort dans d'autres aspects. Alors je veux que tu m'entraînes, » ce qui a choqué Kai. Mais ils ont effectivement commencé à s'entraîner. La princesse était forte, et Kai se disait « Alors c'est ça le pouvoir des gardiens. » Puis la princesse a activé son tatouage, et il est tombé automatiquement. Est-ce la limite de ton pouvoir ? Je veux que tu me montres ton vrai pouvoir après avoir bu toutes ces pierres, lui a dit Kai. J'accepte ce défi. Après avoir terminé l'entraînement, Kai a regardé son visage et a constaté que le tatouage ne s'était pas activé. Il a dit « On dirait que je n'ai pas donné le meilleur de moi-même à cet entraînement. » Après cela, il est allé voir la princesse et, hésitant à demander, lui a dit « Je pensais que tous les gardiens étaient également forts. » Elle lui a dit qu'elle était encore faible comparée à son père et son frère, et aussi que tous les gardiens n'ont pas la même force. Chacun a un niveau de pouvoir différent. Par conséquent, elle devait s'entraîner pour augmenter sa force. Il a failli lui dire qu'elle n'avait pas besoin de s'entraîner parce qu'elle était une fille, mais cela l'a mise en colère. Elle a dit qu'elle devait aussi s'entraîner parce qu'elle avait le devoir de protéger la Terre et qu'un temps viendrait où tout le monde devrait se battre. Même si les gardiens seraient le facteur principal pour gagner les batailles, il y avait aussi d'autres raisons de victoire. Après cela, la cloche a sonné, signalant qu'il était temps pour tout le monde de se réveiller. Alors, la princesse a voulu partir pour que personne ne la voie, car elle ne voulait pas que son père et son frère sachent qu'elle s'entraînait. Kai a essayé de demander à la princesse ce qu'elle voulait dire quand elle a dit que les devoirs des gardiens ne se limitaient pas à gagner des batailles et que les gardiens avaient d'autres tâches. La princesse lui a dit « J'aimerais pouvoir t'en dire plus, mais je ne peux pas maintenant. » Puis elle a dit à Kai « J'ai une idée. Je vais bientôt nettoyer la tombe mensuelle. Que penses-tu de venir avec moi ?» Il lui a dit « Une tombe ?» Elle lui a dit « La tombe de la ville d'Ada. Je vais arranger les choses pour que tu puisses venir avec moi. Dois-je te donner le reste des détails là-bas ?» Puis elle le quitta et partit. Ensuite, nous voyons les soldats et Kai avec eux, se dirigeant vers la cité d'Ada. L'un des soldats demanda à Kai « Les rumeurs sont-elles vraies ? Notre escouade a été spécifiquement demandée pour accompagner la princesse, car c'est vous qu'elle a expressément sollicité. » À ce moment-là, Monsu déclara « Il est impossible que la princesse ignore l'existence de Kai, pour commencer, » dit un soldat. Mais certaines personnes croient à ces rumeurs. Tous les soldats observaient Kai avec des regards emplis de suspicion. Après cela, ils arrivèrent en ville, et l'un des soldats expliqua que cette cité était autrefois sous la domination du roi Moloch, mais le souverain fut contraint de l'abandonner à cause des attaques incessantes des demi-humains. Mais il y a des tombes ici, nous ne devrions donc pas négliger les défunts. Kai observait la ville, affirmant qu'elle était en ruine. Le soldat lui dit « Elle était florissante autrefois, mais elle est devenue stérile, » répondit Kai. « C'est parce que personne ne s'en soucie, » dit Kai. Le soldat répliqua « Ce n'est pas la seule raison. Plus aucune ressource n'atteignait cette ville, c'est pourquoi elle est devenue ainsi. » Après cela, la princesse vint à eux et déclara qu'elle souhaitait faire le tour de la cité. Le soldat, dont nous apprîmes qu'il se nommait Flynn, affirma qu'il l'accompagnerait, mais la princesse lui dit « Non, ce jeune homme m'accompagnera », et elle désignait Kai. Après cela, Kai suivit la princesse jusqu'à ce qu'ils atteignent un endroit bien précis. Kai demandait ce qu'il faisait là. La princesse lui dit « Détends-toi » et utilisa ses pouvoirs pour fertiliser la terre. Puis elle expliqua à Kai qu'elle priait pour que les bénédictions atteignent cette ville, car seuls les gardiens en sont capables. Kai fut surpris par cette déclaration. La princesse continua de parler et dit « Les bénédictions et les ressources n'atteignent plus cette ville, car elle est devenue complètement déserte. » La princesse ajouta « Parce que je suis faible, je ne peux pas entièrement nourrir la cité. Tout ce que je peux faire, c'est préserver ce groupe de roses. » Kai lui demanda « Que veux-tu dire par faible ?» Elle lui expliqua « Il y a l'exemple de notre village. Toutes les bénédictions l'atteignent et les récoltes poussent bien grâce à la force de mon père, car il est crucial que le souverain soit puissant pour que les cultures prospèrent. C'est pourquoi mon père n'a jamais besoin d'entraînement, car il doit maintenir sa force et devenir toujours plus puissant. Les gardiens boivent-ils aussi beaucoup de pierres ?» À ce moment-là, Kai déclara « Je comprends ce que tu voulais dire en affirmant que les gardiens doivent rester forts, pas seulement pour gagner des batailles. » Après cela, Kai et la princesse rejoignirent les autres et l'un des soldats annonça qu'il descendrait au sous-sol. Quand ils y allèrent, Kai aperçut une pierre qui ressemblait à celle qu'il avait vue dans la vallée. En la touchant, il découvrit qu'il pouvait la lire. Mais quand il se rendit de l'autre côté, il constata qu'il ne pouvait pas lire ces mots, car c'étaient des mots isolés qui ne formaient pas de phrase. Quand la princesse lui demanda pourquoi il parlait seul, il lui répondit « Rien ». Après cela, nous voyons des singes macaques observer ce qui se passe. Puis nous revenons à la princesse, à qui Cade s'adressait, lui disant « Je ne savais pas que tu voulais devenir forte pour la cité d'Ida. » Elle lui expliqua qu'elle rêvait de rendre la cité d'Ida prospère à nouveau une fois qu'elle serait puissante, car elle se sentait responsable de cette terre. C'est pourquoi elle décida de devenir forte et de reprendre cette ville, et elle planterait de nombreuses cultures et y ferait vivre beaucoup de gens. C'est mon souhait et mes responsabilités dans cette vie. Surpris par les paroles de la princesse, certains soldats qui avaient entendu cela furent également motivés et voulurent se joindre à elle dans cette entreprise. Après cela, Kai comprit l'étendue de la responsabilité qui pesait sur les épaules des gardiens. Il se dit « Quelle est la responsabilité qui pèse sur mes propres épaules ?» À ce moment-là, un soldat vint avertir tout le monde et leur dit de sortir rapidement, car il y avait une attaque ennemie. Ils élaborèrent le plan et commencèrent à organiser leurs rangs.
La princesse voulait aussi combattre, mais Flynn lui dit que ce n'était pas possible. Notre responsabilité est de vous protéger, princesse, et vous devez retourner en toute sécurité à Lac City. La princesse était sur le point de dire qu'elle était l'une des gardiennes, mais Flynn lui dit « Pardonnez-moi mes paroles, princesse, mais vous n'avez aucune expérience du combat », ce qui choqua la princesse. Puis Monsoon emmena la princesse pour la mettre en sécurité. À ce moment-là, l'ennemi commença à apparaître et à attaquer. Pendant que la princesse s'échappait avec quelques soldats, un monstre surgit devant eux et piétina les fleurs auxquelles la princesse tenait tant, ce qui la mit en colère. Quand ils tentèrent d'attaquer le monstre, un autre apparut. La princesse essaya de rassembler ses forces, mais la peur était clairement visible sur son visage. À ce moment-là, Kai intervint et projeta le monstre au sol. L'autre monstre était sur le point de frapper la princesse, mais Kai se précipita sur lui et le tua avec une grande habileté. Pendant son attaque, son tatouage apparut, ce que la princesse vit, et elle fut profondément choquée par ce qu'elle avait aperçu. Nous nous sommes rendus au bureau du père de Josie. Il dit à Hala qu'elle s'était imprudemment lancée vers l'ennemi pour se paralyser de peur, ce qui est ridicule, mais il pense qu'elle comprend maintenant que les femmes n'ont pas besoin de combattre. Josie dit à Hala « Mais les femmes peuvent tout faire !» Le père de Josie déclara que ce qui s'était passé n'avait pas d'importance, l'essentiel étant que Josie soit en sécurité. Il informa Ola que l'incident était une faille dans la défense de la zone et lui annonça qu'un inspecteur des plaines centrales arriverait très prochainement. Ola dit « D'accord, j'informerai les soldats ». Quand Ola partit, Josie s'excusa auprès de son père. Son père lui demanda « Le nom du garçon est-il Kai ?» Josie fut surprise. Son père lui expliqua qu'il était une nouvelle recrue, capable de vaincre un macaque à lui seul. N'est-ce pas? Et qu'il est impatient de voir ce qu'il fera à l'avenir. Ensuite, nous passons à Kai, alors qu'il délie la corde d'un monstre. Des amis vinrent à lui, et l'un d'eux l'attrapa, demandant « Étais-tu un héros au village d'Ada ?» Kai répondit « Non, j'étais juste désespéré. » Un autre ami dit « J'ai entendu dire par Akiza que toi et Josie étiez en bons termes. » L'ami qui le tenait ajouta « Allez, dis-moi, je trouve que Josie sent très bon, n'est-ce pas ?» L'une des dames déclara « Ce jeune homme pourrait être la seule personne prometteuse. » Ce qui attira l'attention d'Elsa. La dame ajouta « Il semble qu'Elsa soit impressionnée par lui. » L'autre dame dit à Elsa « Alors tu devrais le conquérir rapidement, ou une autre femme l'aura avant toi. » Elsa leur dit « Ce n'est pas comme ça. » Après cela, Josie vint voir Kai et lui demanda de lui parler en privé, ce qui attira l'attention. Les gens se posaient aussi des questions sur leur rapprochement. Josie répondit « Merci de m'avoir sauvé au village d'Ada. Je ne t'ai pas assez remercié, mais maintenant je te remercie du fond du cœur. » Car les gens Elle lui parla du symbole de pouvoir apparaissant sur son visage quand il attaqua le monstre et dit que c'était impossible. Elle lui expliqua aussi qu'elle s'était figée en réalisant que la force seule ne suffisait pas et qu'elle avait besoin d'habileté et d'un cœur courageux pour l'utiliser. Par conséquent, dès demain matin, elle s'entraînera intensément chaque jour jusqu'à obtenir ce pouvoir et elle souhaite qu'il la rejoigne également. Elle lui demanda « Comprends-tu » Il répondit « D'accord. » Après cela, Kai alla couper du bois et se dit « Je commencerai l'entraînement avec Josie. Tout le monde m'a demandé de te le donner. » Elsa vint à lui répondit et lui offrit une boisson chaude. « J'ai très soif. » Il fut très surpris et lui demanda « Il le but ?» Et dit que c'était très cela, Mansu rejoignit Kai et lui dit que le printemps lui avait sauvé. Demanda à Elsa de l'aider. Kai lui répondit Elsa fit ses adieux à Kai et partit. « Ce n'est pas comme tu le penses. » Après cela, nous sommes rendus au dortoir. Kai entendit un chant d'oiseau. Kai commença à le chercher dans le ciel, ce qui le réveilla de son sommeil. Il dit qu'il avait déjà entendu vers la forêt. Dans la forêt. Il sauta par-dessus le mur de la ville et se déplaça rapidement, disant qu'il était comme le vent. Après cela, il sauta dans l'eau et flotta à la surface sans se noyer, disant qu'il aimait vraiment cette vallée. Après cela, il aperçut l'oiseau qui faisait ce son et lui demanda « C'est toi l'oiseau, n'est-ce pas ?» Après cela, l'oiseau se posa sur un grand arbre, ce qui surprit Kai. Kai se rendit à cet arbre et il y avait de nombreuses écritures dessus, mais Kai dit qu'il ne pouvait pas lire ce qui était écrit. Il demanda à l'arbre « Ai-je survécu à cette blessure parce que tu m'as protégé ?» Après cela, il se déplaça rapidement et pendant qu'il courait, il dit qu'il faisait sombre, mais qu'il pouvait voir distinctement. Après il alla à l'eau et but, puis cueillit les fruits des arbres. Sur l'arbre, quand il les mangea, il dit que c'était vraiment délicieux. Après cela, il s'allongea sur le rocher et dit que cette forêt était fertile en eau et en nourriture. Et il ajouta « J'aimerais pouvoir vivre ici. » Il s'approcha des arbres et dit « Alors la première étape est d'abattre les arbres. » Il ajouta « Je pense que c'est difficile de faire ça avec ce couteau, mais peut-être que je peux utiliser ma magie. » Il créa du feu de ses mains et essaya de couper l'arbre, mais il finit par le brûler. Après avoir éteint le feu, il dit « Je dois utiliser une autre méthode. Puisque j'ai créé du feu de mes mains, il doit y avoir une autre manière. » Il marqua une pause pour réfléchir et déclara « Je dois transformer ce que j'imagine en réalité. » Alors, je dois imaginer. Il posa ses mains sur l'arbre et dit « Couper quoi que ce soit signifie briser les liens entre les molécules. » Après avoir compris comment couper, il était sur le point d'abattre complètement l'arbre, mais il entendit un son qui attira son attention. Derrière lui se trouvait un groupe de monstres parlant d'une manière étrange. Après cela, il vit un groupe de personnes qui voulaient entrer dans la vallée. Il alla immédiatement vers eux et demanda « Que faites-vous » L'une des personnes s'approcha de lui et pointa un couteau sur lui.
lui parlant. Mais il ne comprit rien, car elle s'exprimait dans une langue qui lui était inconnue. Puis, un homme âgé s'approcha de Kai et lui demanda « Me comprenez-vous » Kai lui répondit « Bien sûr ». L'homme âgé lui dit qu'il s'appelait Boric et qu'il était le chef du peuple Koror. Kai lui demanda « Alors, ce sont des Korors ?»« Je ne les ai jamais vus auparavant, et vous parlez couramment la langue des humains, » lui dit Boric. « C'est grâce à nos interactions fréquentes avec les marchands. » Il l'informa que les humains considéraient leurs artisanats comme des biens commerciaux de grande valeur. Il s'excusa auprès de lui et de ceux qui l'accompagnaient d'être entrés dans cette zone interdite sans permission, et lui expliqua qu'ils étaient venus ici pour implorer et demander l'ancien accord avec la Grande Vallée. Ils le supplièrent à nouveau et croyaient qu'il était le roi de la vallée. Kai leur dit d'arrêter. Après cela, Boric s'adressa à Kai et lui expliqua que depuis les temps anciens, le peuple Kora vivait paisiblement dans la forêt pour servir la vallée. Mais il y a quelques jours, les soldats orques-cochons les avaient attaqués pour s'emparer de leurs terres. Il lui dit que leur race faible ne pouvait pas les affronter et qu'ils avaient été chassés de la terre où ils vivaient depuis des années et fuyaient maintenant. Il supplia Kai de les sauver de ces monstres cochons. Kai demanda à Borek « Que signifie le roi de la vallée ?» Borek lui expliqua « Cela signifie que vous possédez un grand pouvoir qui surpasse tous les monstres et protège toutes les créatures. » Kai demanda à Borek « C'est moi ? Mais je ne sais rien de tout cela, et c'est impossible que ce soit moi. » L'un des Korors dit « Je ne crois pas non plus qu'il soit le roi de la vallée. Nous servions ce roi il y a longtemps, et c'était un guerrier féroce qui imposait des punitions aux malfaiteurs. Je ne pense pas que cette petite personne puisse être une figure si grande ou légendaire. » Kai se mit très en colère et demanda à l'homme « Qui traitez-vous de petit ?» Boric dit « Je crois cet homme. » Il les informa qu'il était entré dans la vallée enfant sans la permission du roi, et c'est ce qu'il avait reçu en conséquence de cela. Kai demanda à Borek « Qu'avez-vous reçu ?» Il lui répondit « Puisque je ne peux pas voir la lumière du soleil, mais il y a beaucoup de choses que je peux voir. » Il l'informa que ce monde est rempli de lumière spirituelle et dit à Kai qu'il est riche d'une noble lumière spirituelle bleue et qu'il peut immédiatement reconnaître qu'il est le roi de la vallée et responsable de sa protection. Kai dit « Je suis le roi de la vallée. Est-ce vrai ?» Boric lui répondit « Il n'y a aucun doute là-dessus. » Après cela, Boric informa Kai qu'ils avaient présenté des offrandes à la vallée et lui dit qu'il avait présenté Troy, sa petite fille, à la vallée et qu'elle avait dédié sa vie à la vallée. Après cela, Kai se dirigea vers certains des Korors après qu'ils eurent descendu Eroi, la petite fille de Boric, avec des cordes. Mais soudain, la corde fut coupée et Kai courut rapidement pour la sauver. Il constata qu'elle saignait et dit « Je dois l'aider et la guérir. » Il se dit qu'il pouvait le faire. Après cela, il dit « Je dois imaginer comment la guérir. » Et il imagina cela et réussit à la soigner. Après cela, il lui demanda de se reposer et se dit « Alors la magie peut guérir les blessures. » Après cela, il entendit un cri à l'aide du reste du peuple Kora et dit « Je pense que ce sont les monstres orques. » Il se déplaça jusqu'au sommet du lac. Les orques attaquèrent le peuple Kora et l'un des orques était sur le point de tuer une fille Kora. Mais Kai intervint au bon moment et le tua, ce qui rendit les autres heureux. Il se tourna vers les autres orques et leur demanda « Qu'est-ce qui vous amène ici ?» Mais l'orque se mit en colère contre Kai. Mais Kai entendit une voix lui disant de les tuer et lui demandant d'instaurer la peur en eux. Kai dit « C'est la voix du roi de la vallée. » Il regarda l'arbre et remarqua une lumière là. Quand Kai se prépara à attaquer, Boruk le rejoignit et lui dit qu'il portait aussi un mandat et qu'il l'aiderait et qu'il ne serait pas un obstacle pour lui, et que tout le peuple Koror était loyal à la protection de la vallée et lui était également loyal. Kai dit « Alors, je dois faire quelque chose pour eux maintenant. » Le chef orc ordonna à ses soldats orcs d'attaquer Kai, mais Kai les élimina d'un coup de son arme. Après cela, un autre soldat orc tenta d'attaquer Kai, mais Boric intervint et l'élimina. Kai dit à Boric « Ça va, vieil homme ?» Boric lui répondit « C'est tout ce que je peux faire, et je te laisse le reste. » Kai lui dit « D'accord. » Il ramassa une arme parmi celles des orques et s'avança vers le chef orc et lui dit « Tu as souillé la vallée, et je ne te laisserai pas partir vivant. » Le chef orc lui dit « Attends, ce n'est pas une attaque contre toi. C'est un problème entre les orques et les Korors, et tu ne devrais pas t'immiscer. » Kai dit « C'est mon affaire. » Il l'informa qu'ils étaient entrés dans cette vallée sans permission, et cela en faisait un problème pour lui. Le chef orc lui dit « Alors nous partirons » et demanda à Kai de lui pardonner. Mais une lumière bleue émana de Kai, et il dit au chef orc qu'il le tuerait pour la paix de la vallée, car cette vallée lui appartenait. L'image du roi de la vallée apparut derrière Kai. Le chef orc dit « Il est le roi de la vallée, je vous demande pardon. » Mais le roi de la vallée n'accepta pas, et le chef orc attaqua et faillit le frapper d'un coup puissant. Mais Kai coupa la main du chef orc, ce qui fit ressentir une douleur intense au chef orc. Le chef orc tenta d'attaquer Kai à nouveau, mais Kai dirigea un coup puissant vers le chef orc, ce qui entraîna l'arrachement de son cœur de son corps. L'un des Korors dit à Borek « Il est certainement le roi de la vallée. » Borek lui répondit « J'ai ressenti la flamme bleue quand je l'ai vue pour la première fois, et elle est constante et immuable, et accorde aussi la miséricorde, et il a guidé le monde depuis les temps anciens, et il est en effet le seul maître de cette vallée, et peut tout faire. » Borak dit à Kai « Ce cœur est la pierre spéciale de cette bête. » Kai dit « J'ai tué un détenteur de testament pour la première fois de ma vie. »
Après cela, les membres du Kurorou acclamèrent Kai et étaient enthousiastes pour lui, mais il ne put comprendre leurs paroles et demanda à Boruk « Que disent-ils » Boruk lui dit « Ils sont enthousiastes pour toi parce que tu es sur le point de lui arracher la protection de ce cochon. » Kai demanda « Que voulez-vous dire par arracher la protection » Boruk lui expliqua « Quiconque dévore la pierre d'un détenteur de testament absorbe le pouvoir de la terre et hérite de sa protection. » demanda Kai. « Est-ce possible » Boruk lui répondit « Normalement, c'est vrai, mais on ne peut pas obtenir la protection de plus d'une pierre à la fois. » Il lui dit qu'il pouvait consommer un grand pouvoir et qu'il devrait l'exploiter pour améliorer sa force et aussi pour qu'il puisse continuer à protéger la vallée. Après cela, Kai coupa le cœur en deux, versa le liquide dans l'autre moitié et le donna à Boruk, lui disant que c'était sa part. Boruk demanda à Kai « Êtes-vous sûr ?» Kai lui répondit « Vous m'aidez aussi avec ça. » Après cela, ils burent tous les deux ce liquide, puis ils ressentirent tous les deux une légère douleur, car ce liquide était très puissant. Un esprit sortit de Kai et il demanda « Qu'est-ce que c'est ?» Boruk lui dit « C'est le gardien de la terre, et quand le liquide du cœur est bu, l'esprit du gardien retourne à sa tombe. » Après cela, Kai ressentit une douleur intense et dit « Ma propre pierre me fait mal. » Boruk lui répondit « C'est à cause de la consommation de la pierre du détenteur de testament. » Après cela, Kai leur dit « Ne vous inquiétez pas pour moi. » Il partit et leur dit qu'il retournerait dans la vallée et qu'il devrait s'éloigner de cet endroit. Il sauta dans la vallée. Après cela, Kai fit un cauchemar pendant qu'il dormait et il affrontait les maux, mais il se réveilla. Quand il se réveilla, il trouva la petite fille de Boruk, au roi, dans ses bras. Il s'éloigna immédiatement d'elle et lui demanda « Que fais-tu ici ?» Au-Roi lui dit « Bonjour maître !» Kai demanda à Au-Roi « C'est toi qui m'as mis ça ?» Elle lui dit, craignant pour lui le froid, et qu'Au-Roi était très inquiète pour lui et qu'elle s'était dédiée à le servir pour satisfaire toutes ses demandes et que c'était son rôle envers lui. Kai lui dit « Je ne veux rien de toi » et lui demanda de retourner auprès de son peuple. Elle lui répondit « Je ne reviendrai pas, car mon grand-père m'a dit que si je retournais là-bas, la calamité s'abattrait sur le peuple Kurorou. » Kai lui dit « Retourne auprès de ton peuple, et si tu veux que je te ramène, je le ferai. » Au-Roi lui répondit « Non, je ne reviendrai pas. » Elle lui dit « Tu m'as sauvé la vie, et il est possible que je meure sans toi, alors je suis ici à ton service. » Il lui dit « Tu dois retourner. » Il ajouta « Le matin est venu, et je dois rentrer chez moi. » Il grimpa au sommet de la vallée, mais il rencontra le peuple auprès de ton peuple, et Boruk lui dit « Nous vous remercions pour ce que vous avez fait pour nous et pour avoir maîtrisé ceux qui nous ont fait du tort. Et nous, le peuple Kurorou, sommes à votre service, vous et la vallée, dit Kai. Ne me servez pas, je n'ai rien à voir avec ça. » Boruk lui dit « Notre patrie est toujours attaquée par les orques, et cela nous oblige à nous déplacer d'un endroit à l'autre, même si ce n'est que pour une courte période, mais je vous demande de nous accorder un refuge à l'intérieur de la vallée où nous pourrons vivre. » Kai leur dit « Vous voulez juste vivre ici ? D'accord, mais ne vous contentez pas de vous installer dans la vallée. » Il leur dit qu'il partait parce qu'il était pressé. Il partit, mais demanda à Boruk d'attendre. Après cela, Kai se rendit en ville, mais Josie lui dit « Tu es en retard. »« Où étais-tu donc ?» Kai lui répondit « J'étais profondément endormi. » Josie lui lança « Mais quelle inutilité tu es !» et lui intima de se mettre au travail. Nous nous tournons Kai se maintenant vers quelques demanda agriculteurs, alors parmi lesquels est-ce Mansou, que chaque qui sont en train de journée labourer la sera terre avec ainsi ardeur. dorénavant. Monsieur Vizine s'approcha d'eux et leur Suite à demanda cela, où se trouve Kai. Josie l'attaqua. Mansou lui répondit il est actuellement au château et a été affecté à la gestion de l'entrepôt. Nous nous transportons à présent sur le champ de bataille, là où Vizine et Kai s'apprêtent à s'affronter. Kai effectuait quelques exercices de préparation avant de faire face à Vizen. Après Kai cela, déclara Bosco tendit son bâton à Kai et Je lui n'avais recommanda de ne absolument recourir pas à aucune ruse de bas l'intention étage, d'attirer même s'il se l'attention trouvait dans de une qui que situation ce désespérée, soit, afin mais de ne pas voilà le que déranger j'ai inutilement. attiré celle du baron. Kai lui répondit très bien, j'ai bien compris. Ensuite, il s'avança vers Vizen qui lui dit j'ai entendu parler de toi. Tu as éliminé un groupe de monstres macaques. Montre-moi maintenant ta véritable force. Il lui assura de ne pas s'inquiéter et qu'il ne le tuerait pas. Mais Kai se remémora les paroles de Boruk et le fait qu'il devait absolument dissimuler le pouvoir du détenteur du testament, car peu de temps s'était écoulé depuis qu'il l'avait hérité, et il risquait d'être une cible facile tant qu'il n'aurait pas maîtrisé cette puissance. Après cela, Kai se dit que Boruk avait raison et qu'il ne devait pas montrer sa puissance afin que la marque ne se manifeste pas sur son visage. Ensuite, ils s'avancèrent l'un vers l'autre. Vizine commença à frapper Kai, mais Kai esquiva habilement ce coup. Par la suite, Vizine porta plusieurs coups à Kai, mais aucun d'eux n'atteignit sa cible. La marque de pouvoir apparut également sur son visage. Vizen dit à Kai « Il semble que je t'ai grandement surestimé ». Il lui asséna un coup puissant, mais Kai s'éloigna et l'esquiva. La marque disparut ensuite. Vizen dit à Kai « J'apprécie l'éclat dans tes yeux. S'il te plaît, divertis-moi davantage. » Vizine porta un coup à Kai, mais Kai l'esquiva. Kai porta un coup à Vizine, mais Vizine brisa le bâton de Kai. Après cela, Kai saisit Vizine par le pied, mais Vizine lança son propre bâton et porta un coup à Kai qui le fit reculer et saigner abondamment. Ensuite, Vizine se mit à rire bruyamment et dit à Kai « Tu m'as bien plu, vraiment. » Il lui fit savoir qu'il se chargerait personnellement de son entraînement chaque jour à partir de ce moment et l'exhorta à se tenir prêt. Kai lui répondit « Très bien. »
Josie Vizine déclara s'en alla. Je serai bien plus sévère avec Josie lui dès demain. déclara Après cela, Je Monsu n'arrive tendit la main pas à Kai et croire lui dit qu'il ait offert L'affaire une commence si bonne sérieusement à performance échapper à devant tout mon contrôle. père. Kai se mit en colère Ola, et demanda aux elle, autres Pourquoi riez-vous affirma donc qu'il restait une Ils lui personne répondirent tout à fait Nous allons ordinaire. ramasser tes restes pour toi. Ensuite, Elsa regarda Kai et se souvint de lui quand il était jeune, affirmant qu'il deviendrait plus fort. Après cela, Kai se demanda Pourquoi tout cela m'arrive-t-il à moi Nous passons à la chambre de Kai et des autres. Kai se réveilla de son sommeil et se rendit rapidement dans la vallée, se disant que Josie et Vizine accaparaient tout son temps et qu'il pouvait enfin se rendre dans la vallée. Après cela, il aperçut une tente au fond de la vallée et demanda « Les Kurorus sont-ils entrés dans la vallée sans ma permission ?» Il se dirigea vers la tente et y vit Aroa. Aroa lui dit « Enfin, te revoilà de retour parmi nous. » Il lui demanda « Es-tu toujours là ?» Elle lui répondit « Je te prépare à manger. » Kai interrogea Aroa « Ai-je autorisé quelqu'un du peuple Kuroru à pénétrer dans la vallée ?» Elle lui dit « Seulement Aroy, pas de villageois. » Il lui dit « Veux-tu dire que tu as fait cela toute seule ?» Il lui rappela « Je t'ai demandé de retourner auprès des tiens, n'est-ce pas ?» Elle lui répondit « Je t'ai apporté de la nourriture. » Lui demanda « Kai lui dit Il lui répondit « La nourriture a l'air délicieuse. » Elle lui demanda à nouveau. Invita Kai à manger également. Bien sûr, elle est vraiment délicieuse. Il lui confia qu'il mangeait habituellement au village, mais qu'il n'avait pas mangé autant depuis un bon moment. Nous passons au village. Kai prit sa part de nourriture. La cuisinière lui dit qu'elle lui avait donné une quantité supplémentaire, ce qui irrita les autres fermiers. Ils dirent à la cuisinière « Pourquoi Kai prend-il une plus grande quantité ?» La cuisinière leur répondit « Parce que vous avez été paresseux au travail dans les champs il y a quelques jours. » Elle leur dit que s'ils voulaient en manger, ils devaient travailler dur, bande de fainéants ratés. Les autres dirent à Kai « Pourquoi toi, Kai ?» Kai leur répondit « Ne me demandez pas pourquoi. » Mansu demanda à Kai « La chance t'a souri, n'est-ce pas ?» Il lui dit « Ce n'est pas le cas. » Pendant qu'Elsa observait la situation, elle donna une grande quantité à l'un des fermiers, ce qui provoqua une dispute entre eux car elle avait commis une erreur et voulait rendre la nourriture. Nous passons à Kai, qui se dirige de nouveau vers la vallée, coupant des arbres dans la vallée, puis retournant au village pour s'entraîner avec Josie. Il continua à travailler au village et dans la vallée, et à manger beaucoup, tant au village que dans la vallée. Mais lorsqu'ils étaient au village, ils tentaient de soulever un énorme rocher, sans y parvenir. Même Vizin vint à eux et essaya de le soulever seul, y réussissant, ce qui stupéfia les habitants du village. L'un des villageois déclara que M. Vizin était vraiment formidable. Vizen leur dit « Maintenant, la terre produira abondamment. » Nous passons à la vallée. Kai utilisait sa magie pour l'appliquer sur les fleurs, mais il n'y parvenait pas. Il dit à la vallée « Je crois que j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir avant de tout apprendre, n'est-ce pas ?» Après cela, nous nous rendons au village. Elsa était dans le champ. Kai vint à elle et lui demanda « Que fais-tu ? Et as-tu trouvé quelque chose de familier ?» Elsa lui répondit « Non, je me disais juste qu'elles fleurissent magnifiquement cette année. » Kai dit « Elles sont vraiment splendides. Mais je n'y avais jamais pensé de cette manière. Pas du tout. » Elsa expliqua que ces fleurs avaient poussé à partir de graines que nous avions rapportées de notre village. Elle lui raconta que lorsque leur village avait brûlé, ils avaient voulu préserver ces fleurs. Notre village a disparu, mais il y a plus de fleurs maintenant et elles sont robustes. Kai lui dit « C'est exact. Nous sommes venus au village de Lag. J'étais jeune quand notre village a brûlé. » Elsa dit à Kai « Elsa demanda à Kai, tu es formidable, Kai, et tu as attiré l'attention du baron. » Il lui répondit « Pas à ce point-là. Et comparé au baron et à Josie, j'ai encore énormément à apprendre. Je dois devenir fort. Pour quelqu'un comme moi, sans famille, je dois devenir fort. J'ai des amis comme Monsu et les autres, mais j'ai toujours senti que je devais devenir plus puissant que quiconque. » Elsa dit à Kai qu'elle lui avait déjà dit cela, et à cette époque, il restait souvent seul. Elle lui raconta que lorsqu'il avait affronté le monstre qui les avait attaqués après l'incendie du village, elle avait cru qu'il avait été tué. Mais quand Vizen était arrivé et avait vaincu ces monstres, il avait prononcé ces mots. Kai lui dit « J'étais très frustré à l'époque par les villageois qui ne faisaient que regarder jusqu'à ce qu'ils tuent l'un après l'autre, et par moi-même, incapable de faire quoi que ce soit. Alors j'ai juré de devenir fort, demanda-t-il. Qu'est-ce que je raconte maintenant? J'avais tout oublié de cela et un tel serment n'a plus aucun sens. Elsa lui dit « Tu nous as protégés à ce moment-là et tu n'as absolument pas changé. » Après cela, nous nous rendons dans la vallée. Il y eut une bataille féroce entre les orques et les macaques. Le chef des orques déclara « Après avoir éliminé les macaques, notre destination est maintenant cette vallée haïssable. » Nous passons à la tente de Kai dans la vallée. Oro a confectionné des vêtements pour Kai et lui demanda son avis. Kai lui dit qu'ils étaient magnifiques. Kai ramassa un grain de riz par terre et exprima le souhait de manger des boulettes de riz. Elsa vint à lui et il lui confia qu'il espérait manger des boulettes de riz un jour. Après cela, Monsu vint à eux et lui demanda de travailler plus dur. Il fut réprimandé par ses collègues de travail pour ne pas être aussi performant qu'eux, bien qu'il travaillât en réalité plus assidûment. Ensuite, nous passons à Vézin, qui tentait d'abord de cacher des sacs de riz car l'un des inspecteurs arrivait. D'abord, il dit à Vézin qu'il ne ferait pas de mal de donner une petite quantité de riz à l'inspecteur pour s'attirer ses faveurs, mais Vézin refusa, lui disant que le riz appartenait aux villageois et qu'il pourrait en manquer plus tard. Il lui rappela de toujours penser aux villageois et à leurs meilleurs intérêts. Maintenant, nous passons aux travailleurs qui s'affairent à transférer des sacs de riz pour que l'inspecteur ne les surprenne pas. Ils doivent cacher toute cette nourriture. Ensuite, nous nous tournons vers Mansu et Kai, qui discutent également de l'arrivée de l'inspecteur.
Cet inspecteur a le pouvoir de saisir tout le riz de la région et détient une autorité très forte. Après cela, Vezin accueillit l'inspecteur dans le village et se présenta. Mais l'inspecteur ne sortit pas de son véhicule car il avait été attaqué en chemin. Les gardes ouvrirent la porte pour que l'inspecteur puisse sortir et il quitta le véhicule. Il salua Josie et lui dit qu'elle était une jeune fille appropriée pour épouser des nobles. Il accueillit ensuite Vezin et lui dit qu'il devrait expulser la vermine puisqu'il l'avait attaqué, car c'était eux qui l'avaient agressé. Alors qu'il continuait d'entrer, un chevalier marchait derrière le chariot de l'inspecteur et il portait du sang sur lui, ce qui attira l'attention de Kai. Vezin arrêta le chevalier pour confirmer s'il était avec l'inspecteur, mais il s'avéra que ce chevalier s'appelait Nada, venait du village de Maz et avait rencontré l'inspecteur en chemin. Ensuite, nous nous rendons au stockage de riz où l'inspecteur constata que la quantité de riz était faible. Il estima que cela était dû à la mauvaise gestion du village par Vezin, ce qui mit Josie en colère. Elle faillit répondre à l'inspecteur, mais Vezin s'excusa auprès de lui pour cette erreur. L'inspecteur mentionna qu'un groupe de villages cachait sa récolte et demanda à Vezin s'il faisait de même. Mais Vezin nia, blâmant plutôt le mauvais temps. L'inspecteur insista sur le fait que le mauvais temps était une raison pour lui de rester au village quelques jours. Maintenant, nous passons à Josie et Vezin, qui sont seuls ensemble. Josie était très en colère que l'inspecteur reste et qu'il n'agisse pas comme un porteur du décret royal, et qu'il ne comprenne rien. Cependant, Vezin empêcha Josie de dire cela car l'inspecteur exécutait les ordres du roi et leur village faisait partie du royaume. Ensuite, nous passons à Kai, qui se dirigea vers Nada et lui dit que ses vêtements étaient sales. Puis ils firent connaissance, et Nada découvrit qu'il était similaire à Kai en raison de la consommation de nombreuses pierres, mais chacun les utilisait de manière différente, tirant du pouvoir de ces pierres. Kai découvrit que Nada était un porteur du décret royal, et portait également un emblème, que l'on pouvait obtenir en utilisant une petite quantité de pierres. Après cela, nous passons à l'inspecteur, qui avait beaucoup de nourriture devant lui, mais en demanda davantage car il était un inspecteur des plaines centrales et devait être reçu de la meilleure manière possible. Lorsqu'il demanda plus de nourriture, les cuisiniers furent choqués par cette requête. Nous passons aux fermiers en colère à cause de la présence de l'inspecteur, qui avait réduit leur portion de repas, et il ne voulait pas qu'il reste un jour de plus au village en raison de son appétit pour leur nourriture. Ensuite, Vezin fut informé de la présence d'un groupe de monstres orques. Au début, on pensa qu'ils attaquaient les terres humaines, mais ils avaient un objectif précis à atteindre. Ils avaient envoyé une armée d'orques à cette fin, et ils étaient en route vers le village pour réaliser leur but, et on pouvait les suivre pour découvrir leur objectif. Nada demanda à Vezin de l'aider et le supplia. Vezin accepta immédiatement et lui dit qu'il enverrait des guerriers avec lui pour l'aider. Après cela, nous nous rendons dans la vallée, à la tente de Kai, où Haruhi apprit que Kai serait absent de la vallée pendant un certain temps car il allait enquêter avec le prêtre Nada. Haruhi sentit qu'il pourrait ne plus revenir dans la vallée, mais Kai nia cela et lui dit qu'il reviendrait car il était le protecteur de la vallée et ne devait pas quitter sa terre puisqu'il était porteur du décret et possédait un emblème. Ensuite, Kai s'approcha de celui qui lui dit que l'orque qu'il allait trouver pourrait être l'un de ceux qu'ils avaient tués, mais Kai le rassura. Puis nous passons au village, où Vezin envoya Josie avec quelques soldats pour s'occuper des orques, et il n'envoya pas ses collègues puisque c'était sa tâche. Cependant, son collègue décida de résoudre le problème des monstres macaques qui avaient attaqué l'inspecteur. Elsa appela Kai et lui donna les boulettes de riz qu'il aimait, lui demandant de prendre soin de lui. Mansu appela également Kai à se dépêcher pour qu'il ne le devance pas. Après cela, nous changeons de scène pour la forêt, où Nada tentait de s'orienter grâce à la carte qu'il possédait, mais il trouva des gardes et leur demanda de voir quelque chose. Quand ils y allèrent, ils trouvèrent un grand groupe d'orques et de macaques morts. Mais le nombre de macaques morts était plus élevé en raison de la puissance des orques et de leurs armes. Ils avaient un chef puissant qui les guidait pour cela. Après avoir appris qu'ils cherchèrent quelque chose d'important, Nada leur dit également qu'ils cherchaient la même chose. Nada expliqua qu'il existait une prophétie concernant l'arrivée de quelque chose de puissant dans les terres lointaines et que tous les monstres le recherchaient. Quiconque le posséderait gagnerait beaucoup de pouvoir, il voulait donc le trouver avant eux pour les empêcher de l'utiliser pour détruire le royaume et l'ajouter à d'autres objets puissants avant qu'ils ne puissent l'acquérir. Cette chose était un esprit sauvage qui s'était réveillé une fois de plus, possédant une force énorme qui atteint les cieux, avec une nature de lumière et d'obscurité, de bien et de mal, qui doit être respectée et appréciée. Kai pensa que cet esprit était l'esprit de la vallée, et vit que ces orques étaient différents de ceux qu'ils avaient combattus auparavant. Après avoir continué leur chemin, ils trouvèrent un village voisin entièrement détruit. Il alla inspecter le village, qui appartenait aux Uzeli, des humanoïdes, mais pacifiques. Ils en trouvèrent certains morts et leurs cornes arrachées, et ils découvrirent des armes orques. Ils inspectèrent la zone pour voir si des Uzeli se cachaient et avaient peur de se montrer. Ils se divisèrent en deux équipes, une équipe avec Nada et Kai cherchant l'emplacement de l'esprit, et l'autre équipe avec Mansu, Josie et l'un des gardes cherchant tout Uzeli restant. L'équipe de Josie trouva des traces de sang, et ils crurent que quelqu'un de blessé se cachait, alors ils suivirent la piste de sang pour le trouver. Ils tombèrent sur un orque mort qui tomba devant eux. Nous passons maintenant à Kai et Nada à l'intérieur de l'un des bâtiments sombres. Nada alluma un feu et fut surpris que Kai ne montre aucun choc lorsqu'il fit le feu, mais Kai expliqua qu'il en avait déjà entendu parler, donc il n'était pas surpris. Ils trouvèrent une grande pierre avec des écritures dessus, et Nada sortit un livre pour comprendre l'écriture car il ne l'avait jamais vue auparavant. Puis, ils trouvèrent l'un des Uzeli inconscients. Après cela, ils rassemblèrent tous les orques et Uzeli à l'extérieur, et Nada découvrit que la jeune fille, trouvée par Kai, était la protectrice des Uzeli. Elle était porteuse du décret et avait tué les orques en utilisant son arme.
Les blessures des orques correspondaient à son arme, et il devint clair qu'elle avait défendu le village afin que d'autres Uzeli puissent s'échapper et se cacher complètement du village. En raison de la grande différence de puissance entre les orques et les Uzeli, les orques étaient très forts. Cependant, cette jeune fille réussit à tuer 3 orques grâce à son amour pour son peuple, prouvant que l'amour pour les siens est un trait que tout porteur du décret devrait posséder et qu'ils ne craignent absolument rien. Après cela, ils enterrèrent les Uzeli morts et leur dirent que le décret protecteur de cette terre avait été volé et transmis à un autre. Les orques se trouvaient à un autre endroit d'ici et Naïda ouvrit de nouveau la carte pour découvrir leur emplacement. Il nota qu'il y avait 2 types d'orques, des orques indépendants qui avaient attaqué ce village et un autre type se dirigeant vers la forêt où se trouvait la tombe de l'esprit. Cela rendit Kai inquiet pour sa vallée et il demanda à s'y rendre pour enquêter. Il pensait pouvoir y arriver plus vite car il était très rapide et il partit. Nous passons à Barik qui découvrit qu'un groupe d'orques était en route vers eux et qu'ils étaient proches. Barik dit qu'il irait enquêter. Ils se dirigèrent vers la forêt et le chef s'y rendit avec quelques soldats à la recherche des monstres macaques. Puis le chef vit un feu brûler et pensa que ce feu appartenait aux macaques. Bien sûr, il y avait des macaques à proximité et le chef s'approcha d'eux mais se cacha pour qu'ils ne le voient pas. Le chef se demanda pourquoi ils construisaient un fort ici de tous les endroits. Il lui devint clair que leur nombre était très important et qu'ils auraient besoin de 200 hommes. Le chef voulait commencer à les attaquer, mais l'un des soldats avec lui s'y opposa, lui disant que leur nombre était trop faible pour combattre un si grand groupe de macaques. Cependant, le chef pensait que s'ils n'éliminaient pas ces monstres après leur attaque contre l'inspecteur, cela affecterait la dignité de leur village. Le garde le convainquit qu'il devait se retirer maintenant et qu'il devait être guidé par le baron, ce qui mit le chef en colère alors qu'il battait en retraite. Puis nous nous sommes rendus au village Uzeli, lorsque Kai les y a laissés et est parti à la recherche des érogues. L'un de ses amis se demanda s'il les avait déjà trouvés, et qu'il comptait entièrement sur Kai, car il n'était pas rentré chez eux avant d'avoir trouvé les érogues. Manso leur assura qu'ils resteraient bloqués ici jusqu'à ce que Kai revienne vers eux. Josie pensait qu'elle aurait dû l'accompagner, et se dit que si peu de temps s'était écoulé, elle pourrait le rattraper, puisqu'elle était assez rapide. Cependant, Nada leur demanda de faire beaucoup confiance à Kai, et qu'il n'avait rien d'autre à faire que cela. Nada leur assura que Kai était dans une position bien plus sûre qu'aucun d'eux ne le pensait, et se mit à accomplir ses devoirs sacerdotaux, ce qui était tout ce qu'il devait faire maintenant. Puis Nada accomplit ses devoirs sacerdotaux, sachant que Kai le guiderait sur ce qu'il voulait. Nous passons ensuite à Kai, qui se dépêchait de trouver les érogues. Il repéra les empreintes des érogues, mais il y en avait trop, et il réalisa qu'il se dirigeait vers la vallée. Puis Kitchak apparut et attaqua Kai sans le reconnaître, et ensuite les autres amis de Kitchak vinrent à lui, y compris Beric, qui fut étonné de voir à quel point Kai était allé loin. Ils marchèrent ensemble vers la vallée, et Beric lui dit qu'il avait des informations sur la direction des Arogs vers la vallée. Alors, il décida de se diriger vers eux pour vérifier leurs mouvements. Kai pensa qu'il pourrait gérer la vallée si quelqu'un l'informait, mais Kitchak était en colère car ils étaient responsables de la vallée et y avaient établi leur village, demandant ce qu'il y avait de mal à essayer de la protéger. Beric lui dit qu'ils avaient dédié leur vie à la protection de la vallée et voulaient l'aider même un peu car cela leur apporterait la paix. Puis un groupe d'Arogs apparut et Kitchak demanda ce qu'ils devaient faire. Et Beric suggéra d'avancer prudemment. Mais Kai n'aimait pas la suggestion, insistant sur le fait qu'ils devaient bloquer leur chemin et les arrêter maintenant. L'un des Arogs s'arrêta alors et regarda Kai et les autres, découvrant leur emplacement. Nous passons ensuite au village où l'inspecteur jeta une assiette de nourriture par terre parce qu'elle était mauvaise et commença à crier aux travailleurs que c'était dégoûtant. Il commença à les réprimander et leur dit qu'il ne le divertissait pas, considérant cela comme un test pour le village pour le roi. Tandis qu'Elsa s'avançait pour nettoyer le sol de la nourriture, l'inspecteur lui demanda son nom, et quand elle répondit, il lui demanda de lui verser à boire. Cependant, Elsa était extrêmement nerveuse et hésitait à le faire. Puis, Adelia apparut soudainement devant l'inspecteur, lui offrant plus de nourriture, lui versant à boire, et lui souhaitant de bien profiter de son repas. Nous nous déplaçons ensuite hors de la pièce, où Elsa remercia Adelia de l'avoir sauvée de l'inspecteur. Mais Adelia prit le visage d'Elsa et lui demanda de ne pas froncer les sourcils ainsi, lui disant que le retour de la personne qu'elle aimait ne ferait que la décevoir. Le chef, accompagné des gardes, arriva alors, et Adelia voulut parler aux gardes, mais il était très occupé à ce moment-là et lui parlerait plus tard. Nous nous sommes ensuite tournés vers Kai, qui tua l'un des Arogs, et Kitchak en abattit un autre, provoquant la panique et la retraite du reste des Arogs, car Kai les empêchait d'atteindre la vallée. Puis le chef des Arogs, Adrakon, apparut, montrant le symbole du porteur du parchemin, que Kai reconnut comme étant un porteur du parchemin. Beric demanda si Adrakan était des Rigdoros, un groupe de guerriers exceptionnels, réputés pour être les plus forts du pays, rendant les Arogs du Nord très puissants. Puis Kai leur demanda de battre en retraite, promettant de se battre de toutes ses forces afin qu'ils ne soient pas tués par Adrokan. Nous sommes ensuite passés à Nada, qui réussit à trouver Kai. Alors que Kai et Adrokan se préparaient à combattre, Adrokan dit à Kai que son prédécesseur était mort parce qu'il n'avait pas entendu de rumeurs à son sujet depuis longtemps. Il dit que Kai devrait remercier les chasseurs d'os d'avoir traqué les Arogs, car il avait trouvé Kai grâce à eux. Buric comprit qu'ils avaient traqué les Arogs que Kai avait précédemment éliminés. Puis Kai attaqua Adrakan et tenta de le frapper, mais Adrakan bloqua le coup et riposta avec une autre frappe qui ne toucha pas Kai. Nada observait le combat depuis sa position.
Puis Kai se jeta de nouveau sur Adrakan, mais Adrakan bloqua son attaque avec force, repoussant Kai loin de lui. En colère, Kai griffa Adrakan et apparut derrière lui, se préparant à le frapper avec sa lance, mais il ne put blesser Adrakan du tout. La lance de Kai était brisée et Adrakan faillit frapper Kai d'un coup venant du sol, mais Kai esquiva ce coup juste à temps. Soudain, Kai frappa Adrakan, faisant en sorte que le reste de la lance transperça son corps, projetant Adrakan au sol, ce qui rendit tous les Korors heureux. Cependant, Adrakan retira le reste de la lance de son corps, guérissant sa blessure instantanément et saisissant Kai fermement, l'étranglant. Barak fut stupéfait que la blessure d'Adrakan guérisse à une vitesse incroyable pour un porteur du parchemin et espéra qu'il n'était pas immortel. Puis Adrakan souleva Kai en hauteur et continua de l'étrangler, faisant perdre connaissance à Kai. Nous nous sommes ensuite tournés vers Aroi, qui continuait de confectionner des vêtements pour Kai et voulait finir avant que Kai ne revienne vers elle. Puis, de nouveau, nous nous sommes tournés vers Adrakan, qui étranglait toujours Kai pour envahir la vallée après l'avoir tué. Cependant, Kai lança un sort sur Adrakan qui lui brûla les mains, forçant Adrakan à lâcher Kai, et Nada, observant cela, fut stupéfait. Beric fut également surpris de la façon dont Kai réussissait à lancer des sorts. Adrakan tenta alors d'empêcher Kai de lui lancer des sorts, mais Kai s'en moqua et lui lança de nouveau un sort de feu. Cependant, Adrakan le bloqua et attaqua Kai, lui portant un coup qui le projeta au sol, tout cela parce qu'il possédait un esprit puissant en lui. Nous passons à Nada, qui savait que les porteurs du parchemin bénéficiaient d'une grande protection grâce à l'esprit qui résidait en eux. Puis Kai sortit sa dague, sachant qu'un Droken avait la peau dure et guérirait de toute blessure, et que la magie était également inefficace contre lui. Kai se demanda ce qu'il pouvait lui faire. Odrokan saisit alors sa hache et attaqua Kai, et puis il y eut Elsa, dont l'expression montrait une grande inquiétude. Elle vit des soldats se préparer au combat, car les monstres macaques se dirigeaient vers eux. Nous sommes ensuite revenus à Kai, alors qu'il tentait de frapper Adrokan. Cependant, ce coup eut aussi pour résultat de briser son couteau sans blesser Adrokan, le faisant tomber et lâcher son sac en renversant la nourriture qu'il aimait. Les Korra furent stupéfaits par la force d'Adrakan. Nous passons ensuite à Nada, qui fit remarquer que le pouvoir que Kai avait acquis pourrait tomber entre les mains d'Abomination. Nous nous tournons vers Adrakan, qui se moqua de Kai car sa force intérieure n'était pas assez puissante. Kai était furieux, car il devait protéger la vallée. Il regarda ensuite la nourriture et se rappela plusieurs choses, se disant qu'il y avait autre chose qu'il pouvait faire. Kai commença à ramasser sa nourriture, mais Adrakan ne lui laissa aucune chance, lui disant de partir car il avait perdu la volonté de se battre. Il le réprimanda, mais souligna que pour vaincre un porteur du parchemin, Kai devait endurer les lois naturelles du monde. Kai rassembla ses forces, et tandis que les Érogues encourageaient Adrakan à tuer Kai, quand Adrakan leva son arme pour achever Kai, Kai bondit, frappant Adrakan le premier, ce qui eut pour résultat de lui couper le bras. Adrakan ressentit une douleur extrême, et tout le monde en fut stupéfait. Quand Adrakan attaqua Kai de nouveau, Kai prépara une lame de vent qui défiait les lois de la nature et dirigea une autre frappe sur Adrakan, ce qui entraîna une grande blessure sur le corps d'Adrakan et il tomba au sol, vaincu. Nous passons à Nada, qui fut stupéfait par l'utilisation par Kai d'un pouvoir légendaire dont personne n'avait entendu parler, ni dans les temps anciens ni modernes. Puis, nous nous sommes tournés vers Josie, qui montrait des signes d'épuisement extrême. Alors qu'elle marchait, elle tomba au sol et une grande blessure apparut à son pied, la faisant perdre connaissance. Nous sommes ensuite revenus à Kai, qui absorbait le pouvoir d'Adrakan. Le reste des Arugs ressentit du chagrin pour leur chef et une grande colère également. Le pouvoir de Kai monta en flèche après qu'il eut fini de boire, menant à une lueur puissante qui aveugla tout le monde en raison de son intensité, faisant fuir les Arocs de peur. Puis Kai perdit connaissance et les Korra s'avancèrent pour le vérifier. Puis Kai reprit connaissance et demanda ce qui s'était passé, mais Kitchak posa la même question à Kai et voulut savoir ce qui s'était produit après que Kai eut mangé la pierre d'Adroken, et qu'il n'avait jamais rien vu de tel auparavant, mais Kai pensa que c'était une occasion exceptionnelle. Mais Boric vit qu'un guerrier comme Adrakan possédait un grand pouvoir spirituel, mais Kai réussit à le vaincre, et que l'événement qui s'était produit il y a un instant était le cri de puissance qui se trouvait à l'intérieur d'Adrokan. Mais Kai se demanda, surpris, si ce pouvoir provoquait cet étrange événement. Il demanda aussi comment il utiliserait ce pouvoir après cela. Puis Kai alla à la rivière pour se laver, et Boric et Kitchak étaient avec lui, et il sentit quelque chose d'étrange, comme s'ils étaient observés, mais Boric le ressentit aussi. Mais il l'ignora, car ce n'était pas agressif envers eux, mais il ne pouvait pas savoir qui c'était. Puis Boric demanda à Kai de retourner dans la vallée, et leur permit de le faire. Puis Kai eut faim et sortit de la nourriture, et remercia Elsa pour le repas, et commença à manger. Puis Kai se rendit au village d'Usili, et tout le monde l'attendait, et fut surpris de son retour. Et l'un de ses amis lui dit que Josie était blessée, ce qui le rendit inquiet, et il demanda ce qui lui était arrivé. Mansou lui dit qu'elle avait de la fièvre et s'était soudainement effondrée. Kai demanda de nouveau à propos de la marque sur le pied de Josie. Puis Neida arriva, et il connaissait cette marque. Mais il demanda d'abord à Kai de lui raconter ce qui s'était passé avec les orgues. Mais Kai s'intéressait d'abord à Josie, mais Nada le convainquit qu'ils emmèneraient Josie chez eux et lui demanda de lui parler des orgues en premier. Mais Kai mentit et leur dit que lorsqu'il les avait atteints, une personne étrange les avait éliminés.
eux et leur chef, qui était l'un des orgues portant une armure protectrice, et que le reste des soldats s'était enfui, et les amis de Kai furent surpris de leur fuite car leur chef avait été éliminé. Puis Nada demanda de ramener Josie au village maintenant. Puis ils la portèrent et se dirigèrent vers le village. Et pendant qu'ils marchaient, Nada s'approcha de Kai et lui parla des traces de sang sur ses vêtements, ce qui surprit Kai. Et il mentit de nouveau et dit qu'il s'était taché de sang en traversant une mare de sang. Et quand ils approchèrent du village, ils trouvèrent le village attaqué par des monstres macaques, et Manso demanda à Kai de vérifier la situation car il ne devait pas aller au village avec Josie ainsi, car elle était dans un état critique. Puis Kai s'avança vers le village, et nous nous sommes déplacés vers le village, qui était en état de grande attaque et de destruction, et de nombreux morts apparurent. Et quand Kai arriva là, il s'approcha de Monsieur Cabasco et demanda ce qui s'était passé. Il apprit qu'ils avaient été attaqués par les macaques et que leur nombre était très grand, et qu'ils avaient été vaincus avec grande difficulté par le baron. Mais le village fut soumis à une grande destruction car les macaques sont habiles à lancer des pierres. Puis Kai entra et cria pour appeler Elsa, puis elle apparut et aidait une vieille femme. Puis il s'approcha d'elle pour s'assurer qu'elle allait bien, et Elsa fut heureuse qu'il aille bien aussi. Puis nous nous sommes rendus au bureau de Viziane, et ils y emmenèrent Josie, ce qui rendit Viziane très inquiet pour sa fille. Et Nada tenta d'expliquer à Viziane la maladie de Josie, mais Viziane connaissait le type de maladie, et qu'il savait qui leur avait fait cela. Et il montra aussi son fils qui souffrait de la même maladie. Et Viziane était en colère parce que ses singes avaient fait cela à ses enfants. Puis nous nous sommes déplacés vers l'endroit des macaques et 2 personnes du village allèrent les surveiller et il y avait un grand nombre de macaques et ils prévoyaient d'attaquer de nouveau. Puis nous sommes retournés au village et Kai aida Elsa à soigner la vieille femme et il fut surpris des grands dégâts que le village avait subis. Puis Kai remercia Elsa pour ses boulettes de riz. Puis Manso vint voir Kai et lui dit que Viziane voulait le voir. Puis Kai se rendit chez Viziane et Viziane se sentit soulagé de l'attaque des orgues. Mais Kai était très triste pour ses enfants et Josie aussi. Mais Nada lui expliqua que ses blessures étaient le résultat de la malédiction placée sur les pierres tombales de la terre. Et Viziane leur dit que les macaques avaient éliminé leurs meilleurs guerriers et qu'ils avaient attaqué le village et que leurs éclaireurs lui avaient dit qu'ils prévoyaient une autre attaque. Puis Nada demanda à Kai de le rejoindre pour briser la malédiction de ses enfants afin qu'ils puissent combattre de nouveau et qu'il voulait l'accompagner car il faisait confiance à ses capacités et à sa force. Puis Viziane leur dit qu'ils iraient dans les villages abandonnés où chaque tombe est traitée mensuellement. Et il lui dit qu'il devait se rendre dans 2 villages pour guérir son fils, ses 2 aides, Ida et Il. Puis Viziane saisit Kai et lui dit que cette mission devait réussir car ils étaient dans une course contre la montre et comptaient sur lui. Kai accepta après avoir regardé Josie qui souffrait. Alors qu'il partait en mission, l'inspecteur apparut, demandant beaucoup de boissons. Puis il les réprimanda et retourna dans sa chambre, ce qui fit que Kai s'interrogea sur son comportement, car il était un porteur de volonté et n'aidait pas du tout. Puis ils marchèrent, et après cela, ils convinrent de se retrouver à la porte nord quand ils seraient prêts à partir. Puis, Kai alla voir Elsa et lui dit que les boulettes de riz étaient merveilleuses et qu'elle l'avait sauvé du danger, ce qui rendit Elsa heureuse. Et après avoir terminé cela, il l'emmènerait dans un endroit spécial où il pourrait manger des boulettes de riz seul. S'inquiéter pour lui. Elsa tint la main de Kai et lui dit qu'elle attendait son retour cette fois. Puis Kai alla voir Nada et lui donna quelque chose de Viziane, qui serait utilisé pour briser la malédiction. Puis il lui demanda s'il était allé voir quelqu'un, mais Kai le nia, ce qui amena Nada à l'informer qu'il était le 2e fils d'un noble et avait étudié avec acharnement, mais il n'avait pas été choisi comme porteur de volonté. Et comme il n'appartenait plus à la maisonnée, il alla au monastère et commença à s'entraîner quotidiennement, et sa vie fut remplie de joie et parfois de tristesse, et c'est ce qu'il devait protéger. Puis ils partirent, puis ils se rendirent au village d'Ilk où sa malédiction serait levée. Puis Nada utilisa son pouvoir pour repérer le nombre de macaques à l'intérieur, mais Kai sentit que c'était la chose qu'il avait observée pendant son combat avec les orques. Nada entendit Kai quand il dit combat, mais Kai changea de sujet. Puis Nada lui dit qu'il avait appris cette technique au monastère et que grâce à cette technique, il pouvait voir n'importe quoi, peu importe la distance. Puis il lui dit qu'il n'y avait que 5 gardes et lui demanda d'y aller. Puis Kai attaqua les macaques et en élimina 3 et Nada élimina les 2 autres. Mais Nada découvrit finalement la vérité de Kai et qu'il voulait voir cela de ses propres yeux pour en être sûr. Il se présenta de nouveau à Kai comme Nada et qu'il avait été envoyé par Maz pour chercher la vérité du pouvoir. Il lui demanda de pardonner son impolitesse et lui demanda d'utiliser son pouvoir au profit du royaume humain uni. Mais Kai s'approcha de lui et lui demanda d'arrêter afin qu'il puisse lever la malédiction d'Ilg. Puis Nada leva la malédiction et Kai se tint comme son protecteur. Nada lui dit que le royaume uni avait besoin d'un nouveau protecteur, mais Kai se demanda s'il l'avait choisi pour venir ici lui parler de cette affaire. Mais Nada lui dit qu'ils avaient besoin de lui au royaume uni car le royaume se détériorait chaque année. Et Gandalf en était un bon exemple, et que les porteurs de volonté des plaines centrales qui soutenaient le roi étaient plongés dans des affaires luxueuses et oubliaient leurs études, ce qui menait à une grande détérioration.
Si le royaume avait eu sa force d'antan, il aurait été possible d'envoyer une armée immédiatement pour reprendre le contrôle du village au lieu de l'abandonner. Et le nombre de tragédies comme celle qui s'est produite dans ce village continuerait de s'aggraver, et leur sanctuaire en décomposition ne pouvait plus soutenir le roi. Il continua de lever la malédiction et lui dit aussi qu'il devait chercher de l'aide auprès de quelqu'un comme lui en raison de la fragmentation de la hiérarchie actuelle au sein du royaume. Et après avoir fini d'extraire le bois, il versa le sang de Vizian parce qu'il était le porteur de volonté du village et dit à Kai que la malédiction avait été dissipée. Puis, ils se déplacèrent vers le village d'en haut et Nada lui dit que les macaques cherchaient à contrôler le village après les pierres tombales. Et la brouette paralysée était si désespérée qu'il voulait affaiblir et appauvrir la terre. Et que la nation macaque faisait face à un grave danger. Et ce danger les empêchait de continuer à vivre, et qu'ils cherchaient maintenant un nouvel endroit où vivre, et il en était de même pour les orques qui les poursuivaient, et qu'ils étaient menacés par d'étranges créatures au nord, et qu'ils avaient besoin d'un nouveau pouvoir pour les arrêter. Par conséquent, Kai découvrit la raison de l'envoi d'Ardokan avec les orques, mais Nada croyait qu'avec le temps, le royaume humain pourrait être détruit. Il demanda à Kai s'il pouvait leur accorder son pouvoir pour sauver des millions de vies, ce qui mena à l'apparition du symbole du porteur de volonté sur le visage de Kai, ce qui le fit repousser, et il demanda à Nada de le laisser. Il réfléchit un instant, puis Nada lui dit qu'il devait aller à l'autre village et qu'il attendait une réponse de sa part quand il dissiperait la malédiction là-bas. Puis nous nous sommes déplacés vers la chambre d'Olaha et les traces de sa malédiction commencèrent à disparaître. Puis Pasco en informa Vizian, mais il était toujours inconscient. Vizian comprit que Monsieur Nada avait maintenant réussi à dissiper la malédiction, et si Olaha pouvait combattre, leur force serait mieux améliorée. Puis nous nous sommes déplacés vers Nada et Kai après qu'ils eurent éliminé les macaques dans l'autre ville, et Nada leva la malédiction de Josie. Alors que Kai se déplaçait seul, il commença à réfléchir et à se parler de sa force, et qu'il ne pouvait pas l'utiliser parfaitement. Mais s'il l'utilisait pour sauver des humains, il n'y aurait plus de village comme celui-ci, et ce pourrait être une bonne façon de l'utiliser. Mais pourquoi le pouvoir de la vallée est-il en colère ? Puis, Nada vint à lui, attendant une réponse de sa part pour l'aider, et il tenta de le motiver à faire cela car il serait récompensé par le roi s'il les rejoignait, et sa force serait encore améliorée. Puis il sauverait facilement son village de tout mal, et des personnes importantes aussi, ce qui amena Kai à se souvenir d'Elsa et Josie. Puis Kai demanda s'il y avait d'autres personnes qu'il aimerait protéger aussi, mais Nada savait qu'ils étaient des Korors, et qu'ils étaient avec lui dans la bataille des ogres. Kai lui expliqua qu'ils étaient sa responsabilité et qu'il devait les protéger. Mais Nada demanda à Kai de les abandonner, ce qui provoqua la surprise et la colère de Kai. Mais Nada lui dit qu'il ne devrait pas avoir de suiveurs humains de basse condition, car les humains sont des humains, et ils sont testés par les cieux, et l'idée de s'associer avec d'autres personnes est hors de question. Il le supplia de dédier toute sa force uniquement au Royaume-Uni. Mais Kai refusa si c'était le cas, et lui dit que les gardiens de la volonté ont la responsabilité de protéger la terre et les gens qui y vivent, et il ne peut pas servir le royaume si cela signifie abandonner les gens qui l'ont suivi. Nada tenta de nouveau avec lui, mais Kai refusa fermement. Puis Nada découvrit que Kai était très têtu et qu'il ne pourrait pas changer d'avis, et qu'il abandonnerait et expliquerait l'affaire à Maz. Puis nous nous sommes déplacés vers le village d'Ida, et un groupe de chefs macaques découvrit que les gardes avaient été tués, ce qui provoqua leur colère. Puis nous nous sommes déplacés vers Nada et Kai, et Nada demanda ce qui se passait maintenant au village de Lag. Et Kai espérait qu'il ne serait pas attaqué de nouveau, et qu'il était inquiet pour Elsa et Josie. Puis Nada montra son arme et poignarda Kai par derrière, ce qui surprit Kai par cette action. Nous nous sommes déplacés vers le village, et Alaha commença à parler, et Elsa se sentit inquiète avec l'arrivée de la pluie. Kai fut poignardé avec une arme mortelle, maniée par Nada, qui était héritée du monastère appartenant à Nada. Cette arme est utilisée pour briser les défenses des porteurs du mandat et draine leur force. Même si un porteur du mandat résiste, il est difficile de s'en occuper. Nada fit cela quand il apprit que Kai utiliserait son pouvoir pour son peuple dans le village, ce qu'il considérait comme un acte d'arrogance et dangereux. Cependant, Kai ressentit une douleur sévère et tenta de bouger, mais ne put pas car Nada s'avança et posa son pied pour l'arrêter. Nada le saisit de nouveau, faisant ressentir à Kai une douleur intense une fois de plus, et lui dit qu'il ne réalisait pas à quel point cette arme était puissante. Nada ressentit de la jalousie, car il manquait d'une telle force, malgré avoir étudié longtemps, puis il appuya sur l'arme, faisant échapper une énergie sombre du corps de Kai, et il ressentit aussi une grande douleur. Nada retira alors l'arme du corps de Kai et lui dit que la douleur ne durerait qu'un instant, et il le jeta au sol. Il faillit perdre ses mains à l'intérieur de Kai pour absorber sa force, mais Kai le repoussa et le frappa du pied pour prendre ses distances. Après cela, Kai guérit instantanément de la douleur en utilisant le super pouvoir en lui. Puis nous nous sommes déplacés vers le village où tout le monde commença à reconstruire. Un villageois demanda pourquoi l'aide ne venait pas des villages voisins, mais comme tout le monde était occupé à se protéger, personne n'envoya quoi que ce soit. Cependant, Mansu avait une autre opinion. S'ils échouaient, ils iraient tous au ciel et traverseraient Isberio ensemble. Puis, Vizian apparut et leur demanda de se préparer car les monstres macaques étaient sur le point de les attaquer de nouveau. Tout le monde l'écouta. Mais Vizian les motiva pour cette bataille, leur disant que même s'ils étaient en infériorité numérique, ils tiendraient tête aux monstres avec tous ceux qui pouvaient porter les armes, et qu'ils défendraient leur village de leurs propres mains.
ce qui augmenta l'enthousiasme des villageois. Puis nous passons à Dame Adélia qui rassurait les blessés. Elle leur dit que tant qu'ils seraient à l'intérieur du château, ils seraient en sécurité. Pendant ce temps, de l'autre côté, Elsie réconfortait une autre personne blessée et dit à sa fille blessée que si une nouvelle attaque se produisait sur le village, elle devrait se rendre immédiatement dans un endroit sûr. Mais Elsa intervint et lui dit de ne pas avoir peur, car elle était là, à ses côtés. Ensuite, nous revenons à Kai, où Nada tentait de le convaincre que s'il mourait, il sauverait tout le monde au prix de sa propre vie, permettant ainsi à l'humanité de retrouver son pouvoir perdu. Mais Kai était très en colère et ressentait toujours une vive douleur, car il connaissait la vérité des paroles de Nada. Cependant, il devait aussi protéger la vallée et tous ceux qui s'y trouvaient. Il brandit son arme, ayant pris la ferme décision de les protéger. Netta vit que Kai était sur le point d'abandonner le peuple Koror, mais Kai rejeta fermement cette idée, car ce pouvoir lui avait été conféré précisément pour protéger la terre et ses habitants, une chose que Netta ne parvenait pas à comprendre. Mais Nada ne pouvait pas comprendre les paroles de Kai, le voyant très déterminé dans son opinion et se prépara à l'attaquer. Puis, l'un des monstres macaques apparut soudainement et les attaqua. Nous sommes revenus au village qui était lui aussi sous l'assaut des macaques, entraînant des dommages aux murs de la cité. Les guerriers étaient prêts à les affronter. Puis l'un des macaques lança un gros rocher sur le village, mais Vizen ne laissa pas passer la pierre et la détruisit. Il demanda à ses soldats de démontrer toute leur puissance face aux macaques. Cependant, les monstres macaques ne cessèrent pas leur assaut et continuèrent de lancer des pierres enflammées sur le village, à distance, sur ordre de leur chef. Retour à Kai et Nada. Nada était attaqué par l'un des macaques, mais il esquiva habilement les coups de la créature. Puis, une autre bête macaque attaqua Kai, mais Kai évita ses coups. Bientôt, 3 macaques apparurent, et l'un d'eux demanda qui, parmi eux, avait levé leur malédiction. L'autre les informa qu'ils ne partiraient pas d'ici vivants. Ils montrèrent des signes des porteurs du mandat, ce qui rendait le combat difficile pour Nada. Mais Kai était furieux, car ils étaient la cause de la malédiction de Yussi, et il avança vers eux, leur montrant qu'il était lui aussi un porteur du mandat. La bête devint furieuse lorsqu'ils découvrirent que Kai était un porteur et qu'il avait annulé leur malédiction, lançant alors une attaque sur lui. Kai esquiva leur coup direct, mais la dernière bête réussit à projeter Kai au loin. Puis elle l'attaqua, et Kai porta un coup rapide, repoussant la bête loin de lui. Cependant, Kai ressentait toujours la douleur causée par l'arme de Nate. Nada se dirigea vers Kai et découvrit qu'il utilisait son pouvoir du vent. Puis, ils entendirent une voix leur disant qu'ils tueraient Kai, ce qui mit Kai très en colère. Nada, qui ne leur permettrait pas de s'emparer du pouvoir qu'il avait découvert, fut alors attaqué par l'un des monstres. Nada se défendit contre ses coups, mais il ne put résister longtemps face à la bête, ce qui le fit tomber au sol et le laissa désarmé. Il était sur le point de recevoir un coup puissant lorsque Kai intervint juste à temps, surprenant Nada. Puis les monstres les attaquèrent de nouveau, mais Nada repoussa Kai et projeta du feu sur les macaques, les mettant en fuite. Nada et Kai se rencontrèrent ensuite dans un endroit isolé, et Nada demanda pourquoi Kai l'avait sauvé alors qu'il l'avait poignardé dans le dos. La vérité était que le corps de Kai bougeait de lui-même. Nada se demanda pourquoi Kai possédait une telle force. Les macaques les cherchaient partout, et Nada les observa, réalisant qu'il devait affronter un groupe de monstres composé d'un prêtre et d'un porteur du mandat blessé. Kai admit qu'il se trouvait désormais dans une situation très difficile. Nada s'approcha de Kai et lui suggéra que s'il voulait revenir vivant, il devrait suivre ses instructions. Mais si Kai survivait, il pourrait finir par tuer Nada par la suite. Nada ignora les paroles de Kai et lui dit qu'il traverserait le pont, car il leur était absolument impossible de mourir en ce lieu. Il voulait voir l'étendue du pouvoir à l'intérieur de Kai, tout en courant vers la vérité. Ils furent presque attrapés par l'un des monstres, mais Kai s'échappa rapidement de l'endroit où il se trouvait. Les monstres le poursuivirent, mais ils disparurent soudainement lorsque Kai cessa de courir. Puis Kai entendit la voix du monstre lui parler, tandis que Nada était caché pour observer les cachettes de la créature. Quand l'un des monstres apparut derrière Kai, il le prit en embuscade, lui portant un coup réussi qui l'éloigna de lui. Les autres monstres étaient sur le point de l'attaquer, mais ils disparurent instantanément, les surprenant que Kai ait également reconnu leur mouvement. Neida utilisa alors son pouvoir de vision pour guider Kai sur le chemin du monstre, l'informant que l'un d'eux arrivait de sa droite. Le monstre faillit attaquer Kai, mais il réussit à l'éliminer. Nada fut stupéfait par la force de Kai. Quand le troisième monstre se jeta sur Kai d'en haut, Nada se précipita pour le sauver, mais Kai porta un coup qui l'élimina. Alors que Nada était étonné par la force de Kai, un autre monstre attaqua Kai, et Nada tenta de le frapper, mais sans aucun effet. La bête réussit à blesser Nada, mais elle fut prise de court par l'assaut de Kai, incapable d'échapper au coup de Kai, ce qui entraîna sa disparition. Cependant, Nada toussa du sang et était au bord de la mort, ce qui rendit Kai profondément triste pour lui. Maintenant, nous passons au premier porteur, qui se réveilla et gronda les macaques pour avoir causé cela, tentant de les poursuivre, mais fut arrêté par son infirmière en raison de son terrible état. Allait bien. Il demanda à l'infirmière, Akoy, de lui apporter ses vêtements et son épée afin qu'il puisse leur montrer toute la force de sa famille. Akoy était prête à tout faire pour le soutenir. Puis nous sommes revenus à Kai, qui tentait de soigner Nada. Nada pensa que Kai le tuerait par la suite et lui demanda s'il pouvait le sauver. Son corps bougeait de nouveau de lui-même. Kai demanda à Nada de se taire et de boire une potion, mais Nada n'y voyait aucun intérêt puisqu'il possédait la pierre de pouvoir. Sa vision s'estompait.
et il pensait que sa quête de la vérité s'achevait en ce lieu. Mais Kai n'abandonna pas et commença à utiliser son pouvoir pour soigner Nada. Nada fut une fois de plus étonné par le sort de guérison de Kai, le trouvant étrange. Il demanda à Kai si la vallée lui avait également accordé ce sort. Kai lui dit qu'il était loin de la portée humaine et qu'il avait tenté de contrôler les esprits. Nada leva les mains vers le ciel, souhaitant ardemment voir la force intérieure de Kai. Il dit à Kai qu'à l'endroit où il se rendrait ensuite, il trouverait Isberio et mourrait par la suite, puis la pluie tomba sur eux. Nous nous sommes ensuite tournés vers le village, où Juicy se réveilla également et fut surprise de se retrouver dans la chambre de son père. Elle se souvint qu'elle avait perdu connaissance dans le village du Silly et fut approchée par sa femme de chambre pour s'assurer qu'elle allait bien. Cependant, un tremblement de terre se produisit à la suite de l'attaque des monstres sur le village. Elle lui raconta, et Juicy pensa que pendant qu'il chassait, les macaques les avaient attaqués. La femme de chambre avait un message de son père, lui disant qu'en période de grande difficulté, elle devrait s'échapper du village et se sauver. Juicy fut choquée par les paroles de son père, alors que les monstres continuaient d'attaquer le village. Ensuite, nous revenons à Juicy, et la femme de chambre l'informa que Vizine ne voulait pas qu'elle se batte. Juicy crut que son père la considérait comme inutile au combat et qu'elle ne pouvait pas se battre simplement parce qu'elle était une femme. Elle quitta ensuite sa chambre et vit de nombreuses femmes et enfants dehors. Quand elle demanda ce qui se passait, la femme de chambre lui dit qu'ils étaient là sur ordre de Vizine. Mais Juicy ne voulait pas dire cela et leur demanda d'utiliser sa chambre afin qu'ils puissent se sentir en sécurité, car ils affronteraient des monstres et réussiraient à les chasser. Puis, 2 gardes entrèrent dans la chambre de l'inspecteur, mais ils ne le trouvèrent pas. Ils pensèrent qu'il avait participé à la bataille, tandis que l'autre croyait qu'il s'était échappé. Pendant ce temps, nous revenons à l'inspecteur, qui tentait de fuir, assisté de ses aides. Il faillit être frappé par l'un des macaques, mais il esquiva. L'inspecteur maudit Nada, disant qu'il était inutile puisqu'il ne pouvait pas le trouver quand il en avait le plus besoin. Puis nous passons à Elsa, qui apporta de la nourriture aux guerriers et souhaita que ce soit bien meilleur que cela. Mais il y en a plus, et Elsa ira le chercher pour eux. L'un des guerriers la remercia, mais les avertit du danger que représentait désormais cet endroit. De l'autre côté, l'inspecteur ordonna à ses assistants d'ouvrir la porte afin qu'ils puissent retourner à la capitale. Les guerriers pensaient qu'il les aidait dans la bataille, mais ils furent surpris qu'ils veuillent retourner à la capitale et les abandonner. Cependant, l'assistant de l'inspecteur ne put bouger la porte, car elle était bien trop solide. L'inspecteur se mit très en colère et alla à la corde, la soulevant pour ouvrir le portail. Mais un guerrier s'avança et lui dit que Vézin avait ordonné que le portail reste fermé à tout prix, car s'il était ouvert, les macaques entreraient. Il lui demanda d'arrêter, mais l'inspecteur poignarda le guerrier avec son arme pour l'écarter de son chemin, et le reste des guerriers faillit charger l'inspecteur. Mais l'inspecteur prit Elsa en otage et leur dit de reculer, les avertissant de ne pas la toucher et qu'il ne se souciait absolument pas de ce qui arrivait à ce village isolé. Même s'il finissait par s'entretuer, il s'en fichait complètement. Puis sa calèche vint à lui, et après cela, il coupa la corde pour ouvrir le portail, ce qui rendit Vézin furieux en voyant cela. L'inspecteur s'enfuit alors avec Elsa, et quand ils essayèrent de refermer le portail, le macaque réussit à empêcher la porte de se verrouiller, et ils entrèrent dans le village, affrontant les guerriers face à face. Puis les macaques attaquèrent les guerriers. Mais Vizine vint à eux et commença à les abattre, éliminant un groupe d'entre eux. Quand un autre groupe de macaques s'approcha de lui, il demanda au guerrier de garder ses arrières et de lui laisser les macaques. Il menaça les macaques, et son expression révéla une marque de pouvoir, causant une grande peur parmi les macaques. Ensuite, nous passons à Kai, qui se précipitait vers le village, sachant qu'il devait arriver au moment opportun. Puis nous nous tournons vers le village, où l'un des fonctionnaires vit que les macaques ciblaient la pierre de pouvoir avec Vicen. Nous passons ensuite à l'inspecteur, qui croyait que c'était la fin du village. Il avait sauvé Elsa à ses yeux, et quand il tenta de poser sa main sur elle, elle le repoussa avec force. Puis nous sommes revenus au village, où Vizin vainquit l'un des macaques, surprenant les autres, car tous les guerriers portaient le symbole. Cependant, les guerriers ne faisaient que peindre leur visage pour effrayer les macaques. Ils attaquèrent ensuite les macaques, et l'un des guerriers demanda aux soldats d'essayer de fermer le portail s'ils en avaient à la chance, et de ne laisser aucun des monstres entrer. Puis Mansu tua l'un des macaques, et après avoir fermé la porte, ils pensèrent être en sécurité, mais des pierres furent lancées par les macaques restant à l'extérieur, amenant les guerriers à croire que la porte serait rouverte. Un soldat de guet les informa que les macaques s'étaient rassemblés au portail, ce qui choqua Vizen. Cependant, l'un des fonctionnaires exhorta Vizen à fuir maintenant, car il était le plus fort de la région, et, s'il était en sécurité, ce village serait reconstruit par la suite. Ils l'exhortèrent à ce qu'il soit en charge par la suite, et d'autres demandèrent la même chose à Vizen, car ils se percevaient désormais comme des porteurs du symbole en le peignant sur leur visage. Puis nous sommes passés à Kai, qui se précipitait toujours vers lui. Quand il arriva, il vit de nombreux macaques à l'extérieur, ce qui le mit en colère, mais l'attention des macaques se tourna vers Kai. Il les attaqua alors, montrant la marque du porteur du symbole. Ensuite, nous passons à Vizine, qui fait ses adieux aux guerriers. Il demanda à l'officier Flynn de prendre soin de sa fille, Josie, et de ne pas laisser les macaques prendre le contrôle de la terre. Flynn demanda à Vizine ce qu'il ferait ensuite, mais Vizine insista pour qu'il reste avec les soldats et les enfants du château. Il dit à Flynn de ne pas s'inquiéter, car si la bataille commençait et se terminait en leur faveur, il trouverait un moyen de s'échapper. Puis les macaques réussirent à percer la porte du village et attaquèrent les soldats. Vizine les engagea et les vainquit avec succès, impressionnant Mansu par sa force qui venait de la pierre de pouvoir.
Mansu demanda ensuite aux soldats restants d'attaquer. Vizin affronta l'un des macaques portant le symbole, qui le menaça, disant qu'il prendrait la pierre de pouvoir. Puis nous passons à Ola, qui tentait de les assister au combat, mais s'appuyait sur son aide. Il leur demanda de ne pas interférer, et leur dit de rentrer dans le château, et de prouver aux macaques qu'ils étaient bien présents. Il commença à les attaquer. Ensuite, nous voyons Josie, qui se dit qu'elle pensait s'être rétablie et qu'elle pouvait se battre maintenant. Elle saisit la lance inhabituelle qu'elle avait utilisée pour défendre son peuple et sa terre, et insista sur le fait qu'elle se battrait maintenant. Tout le monde fut étonné par l'arrivée d'Ola, puis Azula frappa l'un des macaques, l'éliminant. Quand les guerriers virent Ola de leur côté également, cela augmenta considérablement leur enthousiasme. Mais Vizen pensa qu'Ola n'avait pas encore été guéri. Mais Ola frappa l'un des macaques portant la volonté, mais il ne fut pas affecté, et cela entraîna la rupture de l'épée d'Ola. Puis le macaque portant la volonté frappa Ola, mais Josie intervint juste au bon moment, et le symbole apparut sur le visage de Josie, choquant Vizen. Josie attaqua le macaque et le décapita, et les guerriers continuèrent d'éliminer les macaques pendant que Vizen et Josie persistaient. L'un des soldats tenta d'arrêter Ola à cause de sa maladie, mais il refusa catégoriquement, car il pouvait se battre. Puis Ola attaqua l'un des macaques et lui porta un coup fort et puissant, affirmant qu'il n'accepterait absolument pas leur malédiction. Vizin continua de frapper l'autre macaque qui portait le symbole, et confessa à Josie qu'il l'avait sous-estimée parce qu'elle était une femme, et ne réalisait pas qu'elle était une combattante redoutable. Mais l'un des macaques dit à Vizin que la porteuse féminine du symbole ne les aiderait pas, car il y avait de nombreux macaques à l'extérieur. Cependant, Vizin vit que les macaques restants changèrent de direction vers le village et se demanda ce qui se passait alors que les macaques luttaient à l'extérieur sous les coups de Kai. Quand Vizin vit que c'était Kai, il saisit son arme traditionnelle, affronta les macaques seuls et réussit à en vaincre quelques-uns, laissant tout le monde stupéfait par la force de Kai. L'un des macaques, un disciple du chef macaque, le menaça et Mansu et ses amis furent également étonnés par le pouvoir de Kai. Mansu les informa qu'il était un véritable porteur du symbole. Vizin vit que la force qui leur manquait était amplement compensée par Kai. Après que Kai eut fini de vaincre un grand nombre de macaques, l'un des macaques portant l'épée l'attaqua, mais il ne fut pas épargné par les coups puissants de Kai, qui le tuèrent. Quand le chef des macaques vit cela, ils s'enfuirent promptement, rendant les soldats heureux de leur victoire, levant leurs drapeaux flottant fièrement dans l'air. Ola vit que son arme était sans valeur, réalisant que le jeune homme qu'il avait qualifié d'ordinaire était celui qui avait sauvé le village. Par la suite, les soldats effacèrent le symbole du porteur, et Kai fit de même. Mais Josie pensa qu'il lui mentait, car elle le voyait elle aussi comme un porteur du symbole. Puis Vizin s'approcha de Kai et l'interrogea sur Nada, mais Kai lui dit qu'il était mort après avoir levé la malédiction et affronté les macaques, ce qui surprit Vizin. Kai expliqua qu'ils avaient affronté 3 porteurs du symbole, donc tout ce qu'ils avaient à faire était de se défendre. Mais Vizin croyait que Nada était assez fort pour tuer les macaques. Pourtant, Kai insista sur le fait qu'il les avait combattus à armes égales, mais était mort, et qu'il ne pouvait pas l'honorer d'une sépulture décente. Cependant, Vizin enverrait un soldat pour récupérer son corps. Puis la sœur d'Elsa vint et informa Kai qu'Elsa n'était pas encore revenue. Kai pensa qu'elle avait quitté les lieux, mais sa sœur ne l'avait pas vue après avoir distribué les rations aux soldats. Mansu vit l'inspecteur enlever une jeune fille dans sa charrette, mais Kai courut rapidement pour la rattraper, surprenant Mansu par la vitesse à laquelle il put la rejoindre. Il se demanda comment cela était possible. Nous passons ensuite à l'inspecteur en route vers la capitale, demandant à son aide combien de kilomètres il leur restait. Quand il apprit qu'il leur restait 1000 kilomètres à parcourir, il attaqua Elsa de nouveau, tentant de lui montrer son affection. Cependant, l'inspecteur sentit quelque chose de grand s'approcher d'eux et utilisa son symbole. Kai les vit en chemin vers lui, et Elsa remarqua Kai et se sentit heureuse. Puis, l'inspecteur tenta de tirer des flèches sur Kai, mais Elsa le poussa, faisant tomber la flèche de sa main, ce qui mit l'inspecteur en colère. Les chevaux ressentirent également un sentiment de peur, ce qui fit basculer la charrette, et les chevaux s'enfuirent après avoir brisé leurs entraves, entraînant la mort de l'un des aides de l'inspecteur et la chute de l'inspecteur au sol, incapable de bouger. Kai se précipita alors vers la charrette, trouvant Elsa, mais vit l'arme de l'inspecteur enfoncée dans son corps. Il la ramassa et la tira de la charrette, lui disant qu'il la sauverait. Il utilisa sa magie pour essayer de guérir ses cellules, mais fut surpris que cela ne fonctionne pas et pensa que c'était dû aux nombreuses blessures. Il se demanda quoi faire. Puis le pouvoir du porteur du symbole apparut chez l'inspecteur, lui permettant de se relever et de se soigner. Kai se dirigea vers l'inspecteur pour avoir poignardé Elsa, ce qui mit Kai extrêmement en colère, mais l'inspecteur le nia, affirmant que ce n'était pas sa faute. Il continua en disant que si elle mourait, ce serait la faute de Kai, car son pouvoir avait effrayé les chevaux. Si cela n'était pas arrivé, il n'aurait pas atteint ce point, mais Kai ne croyait pas cela du tout. L'inspecteur argua que seuls ceux qui portaient le symbole devraient tuer les faibles, que le monde fonctionnait ainsi, et que seuls les nobles devraient le posséder. Il insista qu'un fou comme Kai se perdrait à cause du pouvoir, entraînant davantage de morts. Cependant, Kai plaça ses mains à l'intérieur du corps de l'inspecteur et lui arracha le cœur, ce qui entraîna la mort de l'inspecteur. Il porta ensuite Elsa et se précipita pour la ranimer, lui promettant qu'ils seraient toujours ensemble. Il lui dit que si elle buvait cela, elle guérirait immédiatement, lui offrant la boisson pour renforcer son énergie à nouveau. Elsa sentit quelque chose d'étrange, puis il la porta de nouveau et l'emmena à Boric, mais le chef des macaques le regardait alors qu'il se précipitait vers Boric.
Pendant ce temps, Boric réalisa que ce que Kai avait fait n'était pas sage. Il vit Kai donner cette boisson à Elsa, croyant que Kai faisait cela pour guérir ses blessures. Cependant, Boric pensa que le problème venait du fait que la source était de la même race. Si elle consommait une autre pierre humaine sans les précautions appropriées, cela pourrait causer un empoisonnement grave et dans le pire des cas, elle pourrait mourir, ce qui inquiéta Kai pour Elsa. Il demanda à Royk s'il y avait un autre moyen de la sauver. Boric mentionna qu'il avait un autre moyen, mais ne savait pas si le temps était de leur côté. Malgré cela, Kai voulait agir immédiatement. Elsa se sentait extrêmement fatiguée, et alors que Kai sortait de la tente, il était plongé dans ses pensées, réfléchissant que s'il n'agissait pas, Elsa ne serait pas sauvée. Il se demanda si son pouvoir ne causait rien d'autre que la mort et comment il pourrait utiliser une telle force. Puis quelques macaques s'approchèrent de lui, surprenant Kai, et il se prépara pour eux avec sa lame de vent. Il leur demanda s'ils attaquaient aussi cette vallée. Les macaques s'inclinèrent devant lui, remerciant les esprits de leurs ancêtres de les avoir guidés, laissant Kai sous le choc. Le chef des macaques fit remarquer que le symbole sur le visage de Kai était celui du noble canaille, et ils lui demandèrent de venir sur leur territoire, ce qui laissa Kai grandement étonné. Boric continua de traiter Elsa, faisant tout ce qu'il pouvait et souhaitant ardemment qu'elle se rétablisse le plus rapidement possible. Il alla informer Kai de cela. Quand il sortit de la tente, il trouva les macaques suppliant Kai. Et une fois que le chef des macaques se fut présenté, il demanda à Kai d'écouter leurs suppliques. Kai demanda ce qu'il désirait. Puis Boric s'avança, leur intimant de ne pas déranger Kai. Le chef macaque, Thorad, expliqua que leur terre était devenue corrompue, ce qui étonna grandement Kai et Boric. Thorad précisa ensuite que leur terre, nommée Ego, était devenue stérile et sans nourriture, et qu'ils n'attendaient plus que leur funeste destin, tout cela à cause de l'ignoble et corrompu Diabou. Lorsque Kai s'enquit de ce nom, une vive douleur lui transperça la tête, et il sentit une puissance en lui qui l'incitait ardemment à anéantir Diabou. Boric demanda alors ce qui était arrivé à Kai, mais ce dernier l'assura qu'il allait bien, parfaitement bien. Il rappela à Thorad qu'ils étaient ennemis il y a un instant à peine, s'étonnant de leur désir. L'un des assistants de les Thorad sauve à s'emporta, soulignant qu'eux aussi avaient tué nombre des leurs, ce qui rendit Thorad furieux à ce sujet, et il insista sur sa demande malgré le rejet catégorique de Kai. Il avertit que si Kai refusait cette requête, ils attaqueraient de nouveau le village, mais Kai ne ressentit aucune peur, et le prévint que s'ils osaient recommencer, ils en subiraient les graves conséquences, et ils les tueraient tous, un par un. Cela effraya Thorad, qui ordonna alors à son assistant de s'excuser auprès de Kai et le fit s'agenouiller devant lui en signe de profond respect. L'assistant de Thorad expliqua que leur terre était devenue invivable et qu'ils avaient fui vers Lac City car ils avaient désespérément besoin de nouvelles terres. Malgré tout, Kai refusa et leur dit de s'en aller. Il retourna ensuite dans la tente pour s'enquérir de l'état d'Elsa. Boric l'informa qu'il avait terminé de la soigner et que le reste dépendait désormais de sa propre force vitale. Boric demanda ensuite à Kai comment il comptait répondre à la requête des macaques, mais Kai estimait que cela ne serait pas arrivé à Elsa s'il n'avait pas attaqué le village, et il ne ferait absolument rien pour eux, car Diabou ne l'intéressait aucunement. Cependant, Boric fut témoin de la supplique des macaques, laquelle était conforme aux lois ancestrales, et il ne pouvait l'ignorer. Il savait que c'était difficile pour Kai, mais la force de contrôle le contraignait à agir. Et pour les macaques, cette force de contrôle était leur puissance, connue sous le nom de canaille. Ils l'appelaient par deux noms distincts, mais c'était la même puissance qui les aidait, et cette force transcendait les barrières entre les races pour prendre soin de toute chose. Chaque fois que l'équilibre du monde est perturbé, cette puissance le rétablit. Kai comprit que c'était une responsabilité considérable, et il sentit que Boric lui demandait de sauver le monde entier. Boric l'affirma, disant que c'était bien lui qui devait le sauver, ce qui surprit Kai, qui se demanda alors si Boric s'attendait vraiment à ce qu'il assume cette lourde tâche. Boric le supplia, affirmant qu'il n'y avait personne d'autre possédant le pouvoir de la vallée, et que l'utiliser pour aider le monde était son destin. Kai quitta la tente, et les macaques l'attendaient. Il passa devant eux, sans leur prêter la moindre attention, puis puisa dans le pouvoir de la vallée, et se demanda s'il était vraiment celui qui devait sauver le monde, et si la puissance de la vallée était réellement si spéciale. Il sentit que c'était son destin de sauver le monde, et s'il n'agissait pas, les macaques attaqueraient de nouveau son village, ce qui le remplit d'une colère intense et profonde. Il demanda à la vallée pourquoi elle lui avait conféré ce pouvoir. Puis, il s'approcha des fleurs et faillit les détruire, mais Ryu apparut et lui demanda d'arrêter, disant que les fleurs étaient innocentes dans cette affaire. Il interrompit sa tentative de les tuer, ce qui effraya au roi, qui se demanda alors ce qui se passait. Puis nous passâmes à Boric, qui fut surpris que les macaques parlent couramment les langues humaines. Il nota que l'assistant de Thorad apprenait vite, mais l'assistant pensait que la langue humaine était difficile et épuisante à maîtriser. Puis Kai les rejoignit et dit à Boric qu'il se rendait au village de Lag. L'assistant de Thorad demanda si Kai avait refusé leur aide, ce qui mit Kai en colère, et il lui répondit qu'il y réfléchissait encore. Il demanda ensuite à Boric de prendre soin d'Elsa pendant son absence afin que les villageois ne s'inquiètent pas outre mesure pour lui. Après son départ, Thorad demanda si Kai viendrait tuer Diabou. Boric pensa que Kai ne leur donnerait pas de réponse immédiate, mais qu'il n'était pas du genre à fuir ses responsabilités. Kai entra ensuite dans le village et tout le monde se rassembla autour de lui pour prendre de ses nouvelles. L'un de ses amis s'enquit de l'inspecteur, mais Kai nia avoir pu le rattraper et mentionna qu'Elsa était avec lui.
L'un de ses amis lui suggéra de se reposer car il semblait épuisé, mais Kai insista pour rencontrer Vizen en premier afin de lui révéler une information capitale. Il se rendit ensuite auprès de Vizen et l'informa que les macaques attaqueraient de nouveau, ce qui choqua certains fonctionnaires, et ils refusèrent catégoriquement cette affirmation, insistant sur la nécessité de localiser leurs bastions pour les éliminer définitivement. Ils proposèrent plusieurs idées, comme notifier le royaume d'Arsa et solliciter son armée, ainsi qu'informer les villages voisins. Alors que Kai s'apprêtait à partir, Vizen l'interpella, exprimant son étonnement face à sa force au combat, et le loua, plaçant de grands espoirs en lui pour l'avenir de tous. Puis Kai descendit dans le village et appela Lélissa, la sœur d'Elsa, s'enquérant d'elle. Mais il ne put répondre et ne lui révéla rien de la maladie d'Elsa. Puis Josie vint à eux et vit Lélissa en colère contre Kai, pour avoir promis de ramener Elsa, ce qu'il n'avait pas réussi à faire. Elle se mit à pleurer et s'en alla. Josie s'approcha de Kai et lui dit qu'ils avaient perdu de nombreuses vies dans cette bataille, qu'il fallait donc se battre, causant une grande tristesse à beaucoup. Mais tout le monde mourrait un jour, et sans cette bataille, Elsa serait là, parmi eux, à cet instant. Quand ils virent les soldats transporter les macaques, Josie se demanda si quelqu'un pleurait aussi leur mort. Cependant, Kai pensa qu'ils s'étaient infligés cela eux-mêmes. Puis Ola apparut, et demanda à Kai s'il était bien responsable de ces nombreuses tueries. Quand Kai confirma, il demanda pourquoi Kai semblait si sombre et comment il ne pouvait pas être fier de lui pour tous ces singes abattus. Mais Kai ne ressentait aucune fierté, ce qui mit Ola en colère, insistant sur le fait qu'il devrait être bien plus fier de lui-même. Cela étonna Kai, et Ola lui dit que s'il n'était pas maudit, il aurait pu accomplir cela, car il devait se distinguer au combat. S'il y parvenait, la nouvelle de ce village se répandrait, améliorant considérablement leur réputation et menant à une grande prospérité pour le village de Lag. Puis, il s'approcha des cadavres avec colère, exigeant qu'ils auraient dû être des proies, dégaina son épée et commença à les poignarder alors qu'ils gisaient, sans vie. Mais Josie tenta de l'arrêter, arguant que dégrader les corps ne lui apporterait aucune gloire véritable. Cependant, Ola ne put supporter cela et faillit les poignarder de nouveau. Mais Kai l'en empêcha, lui demandant d'arrêter immédiatement. Cela rendit Ola furieux, et il poussa Kai à terre, lui disant de ne pas être trop excité car, quoi qu'il fasse, il ne le surpasserait jamais. Mais Kai lui dit qu'il haïssait aussi les macaques, et les aurait arrêtés s'il l'avait pu. Pourtant, Ola n'était pas convaincu par les paroles de Kai, car la bataille entre humains et humanoïdes persistait depuis des générations entières. Il demanda à Kai combien de temps encore les combats et les tueries allaient-ils durer. Il ne pouvait pas continuer ainsi, éternellement. Kai s'éloigna alors, irritant Ola, qui sentait que Kai prêchait sans être pour autant un véritable porteur de messages. Josie voyait cela très différemment d'Ola, mais Ola pensait que c'était une pure folie de la part de Josie. Puis Kai se rendit auprès de Vizen, demandant la permission d'aller vérifier l'état des macaques et promettant de revenir dans quelques jours seulement. Cela surprit Vizen, car il venait tout juste de rentrer et voulait déjà quitter le village. Il demanda si Kai lui cachait quelque chose, mais Kai le nia catégoriquement. Néanmoins, Vizen sentit qu'il ne voulait pas partager et savait ce qui le préoccupait profondément. Il s'approcha alors de lui pour lui mentionner quelque chose qu'il devrait sérieusement considérer. Il révéla une force presque équivalente à celle des porteurs de messages, et lui dit qu'il possédait un pouvoir lui permettant d'escalader les murs, tandis que les gens ordinaires ne pouvaient ni les grimper, ni les briser. Et s'il devait affronter une bête gigantesque, il ne devrait pas fuir, et pourrait même la déchirer en morceaux car il possédait une puissance immense. Il l'exhorta à ne pas hésiter à l'utiliser, et Kai accepta la requête de Vizen. Puis nous passons à Manso, qui tend une nouvelle lance à Kai pour sa légitime défense s'il rencontrait l'un des macaques. Il lui demande de fuir devant eux et s'en va. Cependant, Josie l'arrête et lui demande de prendre ce nouveau couteau. Kai est surpris car ce couteau lui appartient, mais Josie n'en veut pas car Kai en a bien plus besoin que quiconque. Kai trouve cela excellent et pense qu'il serait difficile de le gaspiller. Josie lui dit qu'il a été transmis à travers les générations de la famille royale et lui demande de ne pas hésiter à l'utiliser car s'il le fait, il ne pourra pas combattre avec toute sa pleine puissance. Puis Kai s'arrête, observant le village, se demandant s'il reviendra un jour ou non et peut-il vraiment accomplir ce qu'il s'apprête à faire. Puis il prend sa décision et il le fera, et il fera de son mieux, absolument tout son possible. Puis il continue son chemin. Ensuite, nous passons aux soldats Kurur qui enterrent le chariot de l'inspecteur afin que personne ne découvre ce qui s'est réellement passé. Puis Kai se dirige vers les Waldi et Torad est surpris que Kai veuille les aider, mais Kai stipule qu'ils ne doivent pas attaquer le village des humains pendant son absence. Alors les macaques promettent à Kai de ne pas attaquer le village. Puis Boric leur parle de la rancune tenace entre humains et macaques, et que Kai ne devrait pas y aller ainsi car il n'y a aucun obstacle. Puis Kai se rend à sa tente dans la vallée avec Oroi, et il portera les vêtements Kurur afin qu'aucun macaque ne l'attaque. Oroi est stupéfaite par cela, car cet uniforme appartient aux plus grands guerriers de leur tribu. Quand Kai porte l'uniforme, Oroi voit qu'il ressemble littéralement à un guerrier Kurur. Puis il lui dit qu'il part, mais elle lui confie qu'elle a eu peur de lui hier quand il a crié devant la puissance de la vallée. Mais il est très différent maintenant, et elle ne sait pas du tout comment le décrire à présent. Elle sentit qu'il essayait d'être leur chef à présent, ce qui surprit Kai. Puis il se rend auprès d'Elsa pour prendre de ses nouvelles, mais elle ne s'est pas encore réveillée, mais il espère qu'elle se rétablira très rapidement avant son retour. Puis il sort de la tente et voit les soldats Kuror porter la hache d'Adrukon, et il est très surpris par cela et leur demande ce qu'ils font ici, mais Boric s'en est emparé après la bataille, car elle sera également très utile à Kai dans certaines de ses futures batailles. Puis Kai saisit la hache et la brandit, sentant qu'elle est extrêmement lourde. Puis il part avec les macaques et aussi avec quelques soldats Kuror en route vers la terre des macaques.
Ensuite, nous nous rendons à la capitale, et certains fonctionnaires constatent qu'il y a une attaque sur le village de Lag de la part des macaques, et un autre estime que les macaques ne représentent pas une grande menace. Alors un autre fonctionnaire lui dit que les pays en développement sont ceux qui verseront le sang et qu'ils n'ont absolument rien à voir avec cette affaire. Mais l'autre fonctionnaire voit qu'ils se réjouissent à leur place en raison de leur massacre de sous-humains. Mais l'autre fonctionnaire voit que cela ne changera absolument rien. Puis nous nous rendons au village de Igu, et Kai et ses compagnons y arrivent. Puis ils y entrèrent, et il y avait de nombreux macaques. Il y avait de nombreuses tombes de guerriers, et ils plantent une graine à la place de chaque guerrier afin qu'ils deviennent partie intégrante de la forêt, y compris les tombes de ceux qui sont morts dans le village de La. Mais ceux-ci sont morts à cause de Diablo. Alors Kai demande, à l'exception de Torad, de lui en dire plus sur Diablo. Mais Boric ne l'a jamais vu auparavant et ne connaît que des légendes à son sujet. Et il a entendu dire qu'il était apparu dans leur monde à plusieurs reprises et que le pouvoir de la vallée était celui qui l'avait vaincu. Et l'histoire s'est transmise comme une légende entre les différentes races. Mais il est apparu après avoir disparu pendant une très longue période, ce qui indique qu'un grand changement se produira dans leur monde. Puis, ils se dirigèrent vers le pont et virent les poissons morts. Et Torad leur dit que Diablo en était la cause, car il est maudit et dévore la puissance de tout avec avidité, s'appropriant les bénédictions des terres. Puis, ils se dirigèrent vers la demeure d'Abredor, le grand macaque. Puis ils montèrent vers lui, et quand ils l'approchèrent, il les accueillit et demanda à Kai de lui pardonner l'apparence sous laquelle il allait lui apparaître. Kai se demanda alors, est-ce bien là le chef ? Il lui demanda ce qui lui était arrivé, car il montrait des signes de maladie grave, et aussi de prendre sa décision. Il lui demanda ensuite, qui a fait venir Diablo ? Alors Abredor lui dit que Diablo était venu lorsque les macaques l'avaient invoqué à travers les ténèbres macaques. Il dit aussi que les partisans de Diablo avaient volé la terre et ignoré la souffrance du peuple. Les macaques étaient devenus corrompus jusqu'à la moelle, et leur royaume se détériorait année après année. Kai croyait que macaques et humains n'étaient pas différents, mais quand la tête est corrompue, elle entraîne toute une nation dans sa chute. Abredor continua ensuite en lui racontant qu'après avoir subi une défaite dans la lutte pour le pouvoir, l'un des fils de l'ancien roi s'était dirigé vers l'extrême nord à la recherche de nouvelles terres. Il s'appelait Shindor. Abredor se remémora alors Shindor du passé et dit à Kai que même s'il était le fils de l'ancien roi, il avait des limitations dans ses choix avec les autres chefs. Il tua de nombreux humanoïdes et se fit de nombreux ennemis. Même les habitants du Nord jetèrent de nombreuses malédictions sur lui en raison de leur haine intense et profonde à son égard. Puis un miracle lui arriva, et quand il revint à Heijo, il dévora l'ancien roi et y demeura. Abredor revint alors au présent et sortit de sa demeure pour rencontrer Kai. Mais il montrait une maladie grave et ne pouvait marcher jusqu'à ce que Torad s'avance pour l'aider à se tenir debout. Abredor dit à Kai qu'à ce rythme, leur chef les abandonnerait, et ils deviendraient des monstres sans esprit ni conscience. Puis il s'avança vers Kai et le supplia de les aider, ainsi que Torad et un autre fonctionnaire. Kai entendit alors la voix du pouvoir en lui, lui disant de tuer Diabo. Kai fut convaincu par cela et leur dit qu'il tuerait Diablo, sans aucun doute. Ils se mirent alors en route en direction de Diablo. L'assistant de Torad leur dit que Diablo se trouvait maintenant à Diushi, le château du roi macaque. L'assistant de Boric pensa que ce n'était pas leur rôle de nettoyer le désordre des macaques, et Kai vit qu'il avait raison, mais il devait absolument le faire. Quand ils arrivèrent là, ils furent encerclés par quelques gardes. Les macaques commencèrent à se crier dessus dans leur langue, et Kai se mit en colère, car il ne comprenait absolument rien de ce qu'ils disaient. Torad lui dit alors que ces gardes étaient de la famille royale et qu'ils leur demandèrent de partir afin qu'ils puissent tuer Diabo. Mais Kai se mit en colère, car ce n'était pas le bon moment pour cela, pas du tout. L'assistant de Torad leur dit qu'ils avaient le chef Kai avec eux, et que c'était lui qui tuerait Diabo. Mais l'un des gardes du royaume refusa la présence de Kai et lui dit qu'il n'était pas nécessaire, et qu'ils seraient eux-mêmes ceux qui tueraient Diablo. Alors un esprit apparut parmi eux, et c'était l'esprit de Diablo. Boric crut que c'était l'énergie spirituelle de Diablo, car il possédait une très grande puissance. Kai tenta d'entrer, mais il fut arrêté par l'un des gardes du royaume. Il demanda à Kai de partir, mais Kai le poussa violemment et entra. Ses compagnons le suivirent à l'intérieur. Alors que Kai courait, quand il entra là, il entendit la voix du pouvoir en lui, se transférant à Diablo, lui demandant de tuer Diabo. Et Kai vit que cette chose ne pouvait absolument pas exister. Puis, l'un des puissants combattants macaques apparut et c'était Xena. Les gardes macaques l'acclamèrent quand elle apparut. Torad leur dit qu'elle était la plus jeune membre de la famille royale, mais qu'elle n'était qu'une simple débutante et qu'Abredor serait le prochain roi. Mais Kai vit que Xena était très différente des macaques et fut surpris qu'elle soit une femme. Xena invoqua alors l'un des grands loups, nommé Diowulf, ce qui surprit Torad. L'assistant de Torad dit qu'il était le protecteur des terres du Nord et se demanda ce qu'il faisait ici. Boric crut que Xena utilisait un pouvoir magique pour contrôler Diowulf, ce qui étonna Kai au plus haut point. Xena menaça ensuite Diablo et dit à Diowulf d'attaquer Diablo. Diowulf porta alors un coup à Diablo, ce qui fit que Diablo s'enflamma complètement. Kai crut que Diowulf voulait brûler Diablo, mais cela ne fonctionna pas, et Diablo était résistant au feu. Xena ordonna ensuite à Diowulf d'attaquer Diablo de nouveau, mais il refusa jusqu'à ce que certains des aides de Xena viennent et donnent des herbes à Diowulf pour qu'il obéisse aux ordres de Xena. Après avoir réussi cela, Diowulf attaqua Diablo et arracha un morceau de son corps, mais il tomba à terre après cela, ce qui mit Xena dans une colère noire. Elle lui demanda d'attaquer de nouveau, mais il ne pouvait plus bouger du tout.
Kai se demanda ce qui se passait, surpris, et il vit que s'il coopérait avec lui, il pourrait éliminer Diawolf. Mais Thorad s'attendait à ce que le corps de Diablo soit complètement empoisonné et que tout ce qu'il touchait mourrait instantanément. Alors le morceau de chair que Diawolf arracha du corps de Diablo développa plusieurs branches et attaqua les gardes du royaume, les anéantissant complètement. Thorad s'y attendait car de nombreux macaques étaient morts de la même manière. Exactement. Il suggéra à Kai que c'était sa chance d'attaquer pendant que tout le monde était distrait. Kai attaqua alors, mais l'assistant de Boric tenta d'arrêter Kai, mais ce dernier ne se soucia pas de ce qu'il disait et continua d'avancer résolument vers Diablo. Alors lui, Diablo, attaqua Kai tout comme il avait attaqué les gardes macaques, mais Kai esquiva cela et repoussa les attaques de Diablo en utilisant la barrière de bois. Kai montra à Diablo la marque du porteur gardien, ce qui surprit Xena, voyant que Kai possédait une très grande puissance. Kai alla ensuite examiner Diawolf et vit qu'il n'était pas encore mort, mais que sa puissance était devenue faible et qu'il avait besoin d'être renforcé. Il vit aussi que sa pierre de pouvoir s'était également affaiblie, et que le poison en était la cause, et qu'il était possible d'utiliser un choc électrique pour le réveiller de nouveau, mais il ne savait pas s'il en était capable ou non à cet instant précis. Mais il se souvint d'Elsa et qu'il avait fait la même chose, et il fut surpris de constater qu'il possédait une très grande puissance. Pendant qu'il était distrait à essayer de réveiller Diawolf, Diablo saisit l'occasion et attaqua les compagnons de Kai sans pitié. L'assistant de Boric lui dit de se dépêcher, car à ce rythme, ils allaient tous mourir. Kai s'imagina alors dans la rivière et passa en revue les souvenirs de Diawolf avec Xena. Il vit Xena après qu'elle eut tué l'un des chiens et tendit le poignard à Diawolf pour fusionner leurs pouvoirs, les unissant. Kai trouva alors le cœur de Diawolf dans l'eau et le choqua jusqu'à ce que Diawolf se réveille de nouveau. Puis lui, Kai, revint au présent, ce qui surprit Kai. Diablo commença alors à leur crier dessus dans sa colère intense et les attaqua avec fureur. Kai repoussa ses attaques et Boric y parvint également. Mais Boric vit qu'il ne pouvait pas le tuer de cette manière. Le reste des macaques tenaient des boucliers pour se défendre afin de ne pas mourir. Kai ne savait que faire, mais la voix en lui le guida à combattre avec une grande puissance et à attaquer le trône, sans hésitation. Kai crut qu'il devait détruire la pierre en lui, mais il n'en connaissait pas l'emplacement exact. Il commença à parer quelques coups de Diablo. Xena vit que Shindor haïssait énormément ce monde, et elle aussi le haïssait profondément. Elle se souvint alors de ce qui était arrivé à Shindor dans le passé, son propre frère, lorsqu'il fut exilé au nord, et elle se mit en colère à cause de cela. Elle jura qu'elle gagnerait en puissance, trouverait de nouvelles terres et en deviendrait la reine incontestée. Elle réussit à acquérir une grande puissance et la marque des porteurs gardiens apparut sur elle. Elle revint ensuite au présent après être devenue forte en faisant entrer le pouvoir dans son corps. Elle jura à Diablo que puisqu'il avait tué le roi et pris son pouvoir, elle le tuerait maintenant et prendrait son pouvoir pour changer ce monde corrompu, une fois pour toutes. Elle se mit aussi en colère contre Diawolf et s'approcha de lui, lui disant comment il pouvait être le protecteur du Nord. Elle lui demanda d'attaquer et de tuer Diablo et était sur le point de lui porter un coup, mais Kai l'empêcha de le faire, l'arrêtant net. Il lui demanda d'arrêter car ses blessures n'étaient pas encore guéries, pas du tout. Mais Xena rejeta l'ingérence de Kai et dit qu'elle utilisait ses partisans comme bon lui semblait. Il lui a demandé Kai cela les actions d'une personne née dans la famille royale. Outils. Mais Xena a réprimandé Kai après car il ne connaissait absolument rien de la royauté, sans le moindre affirmant qu'elle était capable de le reconnaître. Elle le prenait pour un rustre de la campagne, perdu, aux manières épouvantables, et elle lui a demandé « Comment as-tu acquis un tel pouvoir ? L'as-tu volé ou bien comment ?» Elle a affirmé qu'il était évident pour elle que Kai luttait désespérément contre les coutumes du monde. Mais c'est précisément cela, vivre. Elle lui a également demandé Elle a constaté si qu'il se battait en réalité celui de et lui a canaille. demandé quelle était la différence Alors qu'ils fondamentale conversaient, entre eux. ils furent de soudainement attaqués, mais Diablo est intervenu Diablo et les s'est a ensuite sauvés approché de Kai et Xena. Boric a alors fixé constaté Xena que Kai lui intensément, avait conféré ce une qui a eu force pour le effet rendant de immunisé détruire contre son le outil poison de de contrôle. Diablo. Il a ensuite attaqué Diablo, esquivé ses coups avec agilité. L'assistant d'Orix d'Orix fut assailli, stupéfait l'a mordu de férocement constater que et Diablo lui a était arraché une toujours partie en de vie. son corps Et une ce, fois de plus, malgré les provoquant innombrables ainsi chez blessures Diablo qu'il avait une subies. nouvelle vague de douleur. Kai a alors perçu que les fragments Ensuite, de Diablo nous nous sommes cherchaient rendus à au le village de réintégrer. Lag. Puis Et une tous les immense habitants puissance ont a pu jailli de observer Diablo, la puissance s'élevant de Diablo majestueusement se propager vers dans le le ciel, et Josie était convaincu que cela provenait de Kai. Ensuite, nous Puis, nous sommes nous concentrés avons gagné sur les terres Diablo, de la vallée, qui a Et commencé là-bas, à se chacun a métamorphoser en ressenti un cette corps même gigantesque, énergie, et la bien puissance plus de la imposant vallée qu'il ne l'était s'est également auparavant. enflammée. Boric a alors compris que de cette manière, il allait tout dévorer sur son Xena passage. s'est précipité pour Il a tenter ensuite de attaqué sauver les Diablo, macaques, mais ce et dernier Diablo a a tenté violemment de lui faire attaqué face. Xena, Mais et c'est c'est Kai Kai qui l'a immobilisé secouru. par la puissance Ensuite, de Diablo, Diablo ce a qui a englouti profondément Kai. irrité Kai.